Bonjour à tous, bienvenue sur cet Ankama Live de bon matin pour les courageux qui sont là pour nous écouter. Comme promis la dernière fois, on est de retour pour vous faire un petit live durant la maintenance, durant que les serveurs sont coupés, pour vous parler un petit peu de sujets divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai deux invités, deux personnes d'exception avec moi pour vous parler d'un sujet différent de la dernière fois. La dernière fois, pour rappel, on a parlé de dev serveur et de maintenance. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de dev client avec Koto. Salut. Et aussi de testeurs avec Sec. Bonjour, bonjour. Du coup, comme la dernière fois, on va vous présenter un petit peu certaines étapes de la maintenance, un petit peu le travail de manière générale aussi pour essayer de mieux vous faire comprendre le processus de production au sein de Dofus, essayer de bien comprendre les enjeux de toutes les équipes. Et ensuite, on va revenir sur quelques sujets qui sont bien marquants dans votre expérience de jeu. Donc, pour commencer, voici le petit sommaire. Si en régie, il est possible de le mettre. Je l'ai pris au dépourvu. Parfait, merci beaucoup. Du coup, comme d'habitude, Oula, il y a tout le chat qui est revenu. Comme d'habitude, un petit sommaire pour bien vous parler pour bien vous présenter de quoi on va parler aujourd'hui. Pour bien vous présenter de quoi on va parler aujourd'hui. On va pas parler de plein de sujets différents, on va pas faire des grands FAQ sur des grands sujets GD sur Dofus. Le scope aujourd'hui il est bien défini, donc on va parler, comme je disais, des tests, on va parler du dev client, du métier, du rôle, etc. On va faire aussi une petite présentation sur les logs de Dofus, savoir comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un peu obscur quand on demande des logs, c'est quelque chose d'un peu flou, d'un peu obscur, et donc on va vous présenter un petit peu pour dédramatiser la chose. Et ensuite, comme je disais, on va parler de 4 sujets majeurs, donc avec deux personnes qui sont quasiment les principaux intéressés dans l'équipe. Donc on va parler performance et crash, on va parler HDV, on va parler autofollow, et combat si on a le temps, on verra. Le but c'est qu'on soit avec vous pendant environ 1 heure ou 1 heure et demie, on verra selon comment on avance, si vous avez beaucoup de questions, suivant aussi comment la maintenance avance. Et enfin, une petite fin sur les prochaines dates et sur comment nous aider. Eh bien on est parti, on va commencer du coup directement avec la partie test. Donc la semaine dernière, on n'avait pas de test avec nous, on avait juste l'équipe serveur parce que l'équipe de test était directement en maintenance. Mais il y avait beaucoup de personnes qui le reprochaient qu'il n'y ait personne. Donc aujourd'hui, je suis avec Sec pour nous parler un peu de ça. Alors, bon, déjà, je vous rassure tout de suite, vous inquiétez pas, les tests de maintenance sont en cours. Hein. Dès que la maintenance sera lancée, de toute manière, il y aura les tests. Donc, c'est pas parce que je suis là qu'il n'y a pas de test. Oui. Pour rappel, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a d'abord une première étape de 15-30 minutes, éteindre les serveurs, mettre à jour les serveurs et les rallumer. Et ensuite, il y a la phase de test. Et on a tout prévu pour que la phase de test puisse être faite, même si Sec est ici, bien entendu. Du coup, donc, pour la présentation du rôle de testeur, ça, pour ce rôle-là en particulier, il y a quand même pas mal de choses. Et mon micro est un poil faible, si jamais il y a moyen de le rehausser. Mais du coup, notre rôle de base, en fait, c'est essentiellement de traquer les bugs. Donc ça, je pense que vous le voyez de toute manière sur la présentation. L'objectif, c'est essentiellement de faire en sorte que, à la fois, on n'ait pas de problème quand il y a des ajouts, modifications ou suppressions sur le jeu, qu'on fasse en sorte que ça pète rien, et qu'en plus de ça, eh bien, on essaye de trouver le maximum de bugs en permanence pour justement faire en sorte que dès qu'on a des petits effets de bord qui soient trouvés, qu'on puisse les identifier et qu'on puisse faire les corrections dessus. En gros, pour faire simple, notre objectif de toute manière, c'est de parcourir tout le jeu en permanence dès qu'on en a l'occasion. Donc voilà, c'est aussi l'objectif d'être expert sur le jeu, mais on le fait essentiellement comme si on était des joueurs. Donc en gros, on va lancer le jeu, on va faire des actions comme si on était des joueurs, et à partir de là, on va faire directement les actions que les joueurs vont faire. Alors, on cède aussi de temps en temps de quelques commandes, bien sûr, mais en dehors de ça, on essaye de respecter au maximum la logique des joueurs pour faire en sorte de trouver absolument les mêmes bugs. C'est super important pour nous. Sachant qu'il y a, dans de rares cas, des bugs qui sont très difficiles à tester pour eux. Par exemple, si c'est des bugs en mode, dans le bug, ça dit il faut 500 personnes sur une seule carte et que les 500 personnes, il y en ait 450 qui fassent une AVA pendant qu'il y en ait 50 qui envoient des messages privés. C'est des cas qui sont beaucoup plus difficiles à tester que le texte il s'affiche pas dans ce cas-là, par exemple. C'est ça. Il y a toujours des bugs qui vont être difficiles à reproduire pour des raisons diverses et variées. Hein. La première des raisons, c'est essentiellement quand il faut beaucoup de monde pour le provoquer. La deuxième, c'est essentiellement quand il faut des états spécifiques du client. Donc, par exemple, vous avez utilisé votre client pendant 3 heures, mais vous avez fait une action spécifique dans votre client et que ça a pété un truc.
Et en dernier recours, les derniers qui sont les plus chiants à reproduire, c'est ceux qui dépendent de votre machine en fait. Donc ça va dépendre de votre configuration, ça va dépendre du hardware que vous avez. Par exemple, un exemple tout bête, mais les cartes graphiques AMD, on les connaît, les loustiques. Ça pose toujours des petits problèmes sur le client, ça me posait déjà sur Flash. Ça n'a pas trop changé avec Unity à ce niveau-là, malheureusement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est une repro? Tu dis repro, Alors, reproduction, qu'est-ce que c'est exactement? reproduction, l'objectif d'une reproduction, c'est de faire en sorte d'obtenir systématiquement le bug. Ça veut dire que c'est pas parce que quand vous croisez un bug en jeu, il va forcément être report que pour autant c'est le cas. Le truc, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas obtenu la reproduction, donc le cas précis qui va nous permettre d'atteindre ce bug-là, c'est pas pour autant qu'on va avoir la capacité de le corriger. En fait, c'est super important de faire la différence entre les deux parce que on a beaucoup de reports, que ce soit sur les forums, les réseaux ou autres, sur ah mais moi j'ai ceci, moi j'ai cela, etc. Et en fait, pour les gens, ça va être systématique. Pour nous, ça va pas l'être parce que on dépend pas de on n'a pas le même contexte que vous quand vous utilisez le client. Et donc à partir de là, ça va justement créer des différences. Oui. Et je pense que Koto peut le confirmer. Un ticket sans repro, c'est un ticket qu'on peut pas fixer. Oui. Parce que si on sait pas ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à le reproduire, on peut pas vérifier derrière qu'on l'a pas fixé, donc on peut rien faire avec ça. D'ailleurs, c'est pour ces tickets-là, sur la page de suivi des bugs, ils sont dans l'état à investiguer et généralement, il y a un post forum pour pouvoir essayer de récolter au maximum vos retours pour que justement, comme disait Sec, qu'on puisse avoir une repro étape par étape où on pourra donner au dev client, eh bien, si tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, eh bien, tu es sûr que tu l'auras. C'est ça. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que notre objectif, c'est pas forcément d'attendre que vous veniez avec la reproduction, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous, on a vraiment besoin de travailler autour des retours que vous nous faites et en même temps par rapport à notre propre travail de reproduction en permanence. Le truc, c'est qu'en fait, on va essayer de prendre le maximum de données qu'on a à notre disposition pour faire en sorte de trouver ces câbles. Donc, par exemple, on va penser aux logs, on va penser aux captures d'écran. Je vais dire un exemple tout bête, mais l'un des cas qui était les plus fréquents sur Flash, c'était des bugs de combat, notamment sur des challenges, des succès, etc. Et par exemple, l'un des trucs qui est super important pour nous pour enquêter sur ça, c'est le chat combat. Et c'est à partir de là, en fait, c'est ce genre de petits détails qui nous permettent justement d'enquêter assez facilement sur tout ça. Donc quand on n'a pas de repro, on essaie de voir les différents retours, essayer de trouver des points communs entre chaque, essayer de trouver le dénominateur commun qui cause vraiment le problème. C'est ça. Tout à fait. Et je fais des messages dans le chat qui sont très bizarres parfois. Mais dans ces cas-là, en fait, notre objectif, c'est vraiment de trouver les bugs, de faire en sorte d'avoir un cas qui soit systématique pour obtenir le bug et de vérifier ensuite qu'il a bien été corrigé et que la correction n'a rien cassé. C'est essentiellement ça, en fait, notre cycle de test, en fait. Alors, un peu plus complexe que ça, mais ça vous donne une petite idée. Je peux prendre par exemple un cas particulier qu'on a eu récemment, qui était sur la gestion de l'EK-Flip. La gestion de l'EK-Flip, on a eu quelques reports il n'y a pas très longtemps sur des histoires de perf sur l'EK. Sauf qu'en fait, il y a eu plusieurs cas dans l'EK-Flip qui ont fait que ça a mené à différents stades de correction. Et en fait, chacun des stades dépendait de la manière dont les gens jouaient l'EK-Flip. Donc c'était super important de le noter, notamment les problèmes sur les animations des sorts, les problèmes sur les rechargements des sorts, les problèmes sur les infobulles de combattants, les problèmes sur les listes d'envoûtement, etc. Bref, c'est plein de sujets qui s'imbriquent et justement, c'est pour ça que les habitudes de joueurs sont super importantes, parce que ça permet d'identifier encore plus de cas. J'ai vu la question passer, tu n'es pas bien sûr tout seul en tant que testeur, et là, excusez-moi, je fais que de tousser. Donc là, on parle principalement bugs sur les bugs remontés, mais vous travaillez aussi sur tout ce qui est nouvelles fonctionnalités, par exemple sur la nouvelle dimension, sur la refonte des songes infinis, etc. En fait, on va suivre directement le cycle de développement. Donc, à chaque fois que les différentes équipes vont produire quelque chose, nous, on va être là pour vérifier que ce qui a été produit est valide. Et ça, peu importe que ce soit du nouveau contenu ou des modifications. En l'occurrence, pour la prochaine mise à jour, il y a pas mal de chantiers à ce niveau-là, puisqu'il faut tester en fait à la fois que chaque petite modification n'a pas d'impact négatif sur le jeu et que ça fonctionne bien, mais en même temps que le système global fonctionne. Et mine de rien, ce serait dommage que les songes infinis, la transition de salle fonctionne par exemple, mais qu'entrer dans un songe infini, c'est pas faisable. C'est ce genre de petits détails. Donc, voilà. Et bon, la question, on s'est demandé est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas. Je vois que la question elle est passée une fois. On va en parler rapidement parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 semaines sur la question de l'automatisation des tests. Ouais, alors l'automatisation des tests, c'est un sujet qui est un poil complexe dans l'état actuel du projet. C'est un sujet qu'on n'avait déjà pas sur Flash, malheureusement, qu'on essaye de mettre en place sur Unity. Le truc, c'est que l'outil qu'on utilise sur Unity pour développer le client n'est pas compatible avec les outils d'automatisation de tests standards qui sont disponibles pour Unity. Ce qui veut dire que soit on doit dépendre d'une boîte externe qui a développé son système avec le nouveau système d'Unity, en l'occurrence qui s'appelle UI Toolkit,
Ou alors, il faut justement développer notre propre outil interne. Donc, c'est en cours en ce moment de se baser directement sur une boîte externe pour le faire. Et on croise les doigts pour que ça arrive dans l'année. Donc, voilà. Pour finir sur la partie test, 2 petites questions pour toi. Durant la maintenance, qu'est-ce que vous faites ? Alors, durant la maintenance, notre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les modifications qui ont été mises avec la maintenance soient bien intégrées dans le jeu. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un smoke test. Un smoke test, c'est une liste de tests qui sont des tests génériques. Donc, en gros, on va créer un personnage, on va faire le tutoriel, on va lancer des sorts, on va faire un donjon, lancer une anomalie, faire un songe infini, etc. On va passer sur la quasi-totalité des bases du jeu. C'est-à-dire, on ne va pas pousser non plus en disant il faut que je fasse un achat en HDV sous une certaine condition, etc. Mais l'idée, c'est de vérifier en fait des tests de base, donc c'est de la non-régression au final. Et à côté de ça, on va avoir une liste de cas particuliers qui vont être là pour vérifier ce qui est spécifiquement passé à la mage. Alors, on ne va pas tout tester, tout retester, parce qu'il y a des cas qui sont moins importants que d'autres. Mais derrière, on va tester les plus importants et surtout, on va faire en sorte que toutes les parties du client et du serveur ont bien été intégrées justement sur la maintenance. Et donc là, ça concerne, en fait, on va parler des maps, on va parler des éléments, des data. Donc généralement, c'est essentiellement la partie GD. On va parler des bones, donc tout ce qui est relatif aux assets qui sont graphiques dans le client. On va parler aussi de plein de trucs. Donc, mine de rien, il y a pas mal de checks qui sont à faire. Et du coup, ça explique aussi pourquoi certaines maintenances sont plus longues que d'autres. Parce que des fois, on a des tests spécifiques à faire. Et donc, forcément, ça rallonge la durée des smoke tests. Là, en l'occurrence, pour aujourd'hui, ça devrait être relativement court. Mais pour la mise à jour du 22, justement, ça risque d'être un peu plus long, puisque les smoke tests deviennent plus longs de base, et en plus de ça, on a plus de checks à faire. Tout à fait, j'ai rien d'autre à ajouter. Et la deuxième question, c'était sur la page de suivi des bugs, comment se traduit votre travail sur cette page-là ? Comment on voit ? Alors, pour le suivi des bugs, en fait, quand vous regardez sur le suivi des bugs, vous avez la page, la liste des tickets, en fait, tout simplement, qu'on a en interne. Et en fait, c'est tout simplement notre fil conducteur. C'est-à-dire que quand les équipes vont directement produire un ticket, ils vont nous l'envoyer en test. Et c'est ce que vous voyez en fait sur la page de suivi des bugs en voyant test en cours. Test en cours, à ce moment-là, généralement, c'est que ça veut dire que c'est censé arriver bientôt. Donc, si pour ceux qui se posent des questions au niveau des délais, la raison pour laquelle on a des corrections qui arrivent assez rapidement quand c'est test en cours, c'est parce que généralement, on ne s'amuse pas à tester 6 mois à l'avance. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais généralement, c'est un bon signal comme quoi c'est censé arriver bientôt. Et sinon, en fait, notre objectif, c'est à la fois de suivre les bugs qui sont remontés par les joueurs, de créer des tickets, de faire en sorte qu'ils apparaissent dans cette liste, et ensuite de faire le suivi des bugs habituels. Et on se sert aussi des liens forums et des retours que vous nous faites pour justement obtenir les reproductions et pouvoir avancer sur les tickets. Voilà. En regardant quelques rediffs du live d'il y a 2 semaines, je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'on arrivait assez bien à exprimer ce qu'on voulait, mais parfois c'était pas forcément très clair. Donc je propose que, avant qu'on passe directement à Koto, on fasse une petite session de questions de 5 minutes juste pour parler de testeurs, pour savoir si vous avez des questions, si c'était bien clair tout ce qu'on avait dit, si il y a encore des zones d'ombre. Je vois que quelqu'un a dit que c'était un peu fumeux tout ce qu'on avait dit. Donc si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez y aller, sinon on passe sur la suite. Mais où tout le monde veut voir Koto. Alors il y a une bonne question pour le coup. Qu'est-ce que veut dire régression ? Les régressions, c'est tout simplement quand quelque chose s'arrête de fonctionner comme il est attendu à cause d'une modification qui n'est pas liée à celle-ci. Il y a plein de petits cas particuliers pour ça, mais je vais dire un exemple tout bête qui a été signalé récemment. Le fait que capturer des archimonstres via les boîtes à clones reset le délai de respawn des archimonstres. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une régression. C'était pas comme ça que ça fonctionnait avant, et il y a eu des modifications qui ont cassé justement ça. Et donc, le principe de régression, c'est vraiment la partie où ça casse le respawn. Quel est le domaine de jeu qui est le plus compliqué à tester ? C'est assez vaste. J'ai plutôt des domaines où c'est ma hantise de tester dedans, parce que c'est soit compliqué à tester, soit c'est galère. Ouais. Je dirais aujourd'hui, je pense que les songes infinis sont parmi les pires, parce qu'il y a plein de cas particuliers, parce qu'on a des joueurs qui sont particulièrement talentueux dans l'idée de casser les songes infinis aussi, mine de rien. Songes infinis, enclos et maisons, qui sont particulièrement sensibles, parce que les données sont très importantes dedans, notamment les coffres de maison aussi. Et après, en soi, il n'y a pas tant de sujets qui soient vraiment bloquants. Les trucs qui sont un peu chiants, c'est les trucs qui sont liés vraiment au joueur, par exemple, s'il a une config d'ordinateur différente, ou si il a fait une certaine manip et ses données sauvegardées en jeu sont un petit peu différentes. Par exemple, on avait des cas sur des changements de visage ou des choses comme ça.
où les données étaient un peu corrompues et du coup c'est assez difficile de retrouver exactement le cas. Exactement. J'ai vu une question, c'était intéressant. Comment vous différenciez un bug ou une feature qui ne prévoit pas certains cas limites, mais qui en soi fonctionne comme développé? Alors j'ai un bon exemple sur ça. Sur la 3.0, on a ajouté l'option, enfin c'est les devs clients qui ont ajouté ça, la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs objets dans l'inventaire en faisant comme dans les fichiers, je crois que c'est contrôle et faire de haut en bas, quoi. Et du coup, ça avait été ajouté. Sauf que dans un très grand nombre d'interfaces d'échange, eh bien, en fait, ça n'avait pas été prévu de pouvoir mettre plein d'objets d'un coup. Par exemple, le ticket que j'ai vu, c'était sur nourrir un familier montilier. Si on sélectionne tout et qu'on drag and drop dans l'interface, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça n'a pas été prévu. Et en plus de pouvoir tout sélectionner, on n'a pas pensé au cas limite de il faut tout sélectionner et tout mettre dans l'interface de nourrir, par exemple. Donc, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un oubli de la feature? Est-ce que, bon, dans tous les cas, il faut qu'on le traite. Peu importe si on le traite, si on le considère comme un bug ou une feature. Ça fait partie du contrôle qualité, en fait, Oui. où l'idée, c'est à la fois d'identifier les bugs et à la fois identifier les améliorations qui sont liées à des bugs, mais sur lesquels, en fait, s'arrêter à la correction de bugs, c'est pas suffisant, en fait. Donc là, on peut penser à plein de trucs, mais il y a plein de petits cas particuliers. Il y a un petit bug, par exemple, qui est assez drôle en ce moment pour ceux qui utilisent l'autofollow. L'autofollow de groupe, il y a la possibilité du coup de désactiver via un raccourci l'autofollow, enfin activer, désactiver le raccourci avec, je crois que c'est CTRL W par défaut. Pour ceux qui ne le savent pas, une bonne nouvelle. Et en fait, il s'avère qu'il y a un petit bug à la con qui fait que si c'est le lead du groupe qui fait ça, ça désactive l'autofollow pour tous les autres personnages du groupe. Donc ça, c'est assez drôle. C'est un bug qui est aujourd'hui utilisé par les joueurs. Pas beaucoup, mais qui est utilisé. Mais par contre, l'effet inverse ne fonctionne pas. Parce que c'est pas prévu à la base pour ça. Donc c'est le genre de petits trucs sur lequel forcément on tombe sur des bugs qui des fois sont plus sympas qu'autre chose. Et sur lequel c'est intéressant justement de voir s'il faut les conserver, s'il faut les corriger. Et si jamais il faut les corriger, est-ce qu'il ne faut pas push pour faire en sorte de pouvoir le désactiver sur tous les comptes. Donc l'activer sur tous les comptes. Bref, c'est plein de petits trucs comme ça sur lesquels c'est super intéressant d'être attentif. C'est quoi le bug le plus drôle ou fun que vous avez rencontré? Il y en a eu un bien il y a 2 semaines, c'était quand vous faites un Gladiat Rule, vous avez maintenant un nouveau système de notification sur le côté. Et on a eu une régression sur nos serveurs de test qui faisait qu'au lieu d'envoyer la notification, ça soignait le joueur. Parce que ça arrivait au bout d'une liste, enfin bref, un truc obscur. Mais au lieu d'envoyer une notification, tu recevais du soin comme ça, voilà. Il était un peu compliqué à trouver celui-là. C'est pas le plus drôle que j'ai vu. Celui où toutes les têtes des montures étaient remplacées par la tête du personnage, il était bien creepy. Il était très drôle. Les montures récupéraient la coiffe du personnage aussi. Ouais. Ça, c'était très drôle. Ça aurait pu faire une feature pour le coup, d'avoir des montures qui récupèrent les apparences des persos. Ça aurait été très bizarre, je pense. Ça aurait été très bizarre. Je dois avoir un screen d'une arachno coiffe velue sur une monture parce que c'était extrêmement drôle. Ça va le retrouver. À un moment, il y avait aussi des classes. Ça, c'était l'année dernière. Il y avait des classes qui avaient fusionné. Ah oui, il y avait des roublards, rouginac, c'était. Je pourrais peut-être retrouver les images. C'était vraiment très drôle. Bref. Je crois qu'on a à peu près fini sur la partie test. Je vous propose, je regarde rapidement le chat. Eh bien, je propose qu'on passe à la partie client. Côté Koto, si on peut remettre la présentation en régie, s'il te plaît. Paf, merci beaucoup. Du coup, pareil, dev client, définition, rôle, responsabilité. Un dev client, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, un dev client, c'est la personne qui va mettre en place tout ce que vous avez sur votre PC à partir du moment où vous appuyez sur jouer dans le launcher. Donc la partie launcher, c'est pas nous qui la faisons. Tout ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a après. Donc à partir du moment où vous avez la nouvelle fenêtre Dofus qui s'ouvre. Au niveau des responsabilités qu'on va avoir, c'est qu'en fait, on va faire aussi bien ce qui va être des interfaces. Donc afficher votre inventaire, afficher des pop-up et tout ce qui va avec, afficher vos personnages. On va avoir aussi comme responsabilité le fait de faire se déplacer les personnages, de jouer les bonnes animations au bon moment. Ça va être un petit peu en fait à nous de faire tout ça. C'est aussi beaucoup de tools. En fait, Dofus c'est tellement grand que le dev client au final, il va plutôt faire un moteur à partir d'Unity sur lequel tout le monde va venir travailler, donc les différents pôles. Donc on va avoir les pôles son, les pôles graphes et compagnie. On va prendre le travail de tout le monde, on va le mettre ensemble, on va faire en sorte que ça marche. Donc en gros, c'est vraiment la plateforme centrale des différents pôles. Donc voilà, c'est à peu près en fait les responsabilités du dev client. Après spécifiquement sur Dofus, on a surtout le background en fait de Dofus à prendre en compte.
comme on a 12 000 sorts, je sais pas combien de monstres, peut-être 2-3 000, on a tout ça en fait à prendre en compte et tous les fichiers en fait aussi de travail qui datent des dernières années. Et les dernières années, elles ont plus de 20 ans, donc on a du contenu qui a été fait sur AS2 peut-être même à l'époque, enfin des personnages animés et tout ça. Alors petit à AS2 qui veut petit, dire la version de Flash qui est utilisée sur Retro. Donc là, par exemple, dernièrement, on s'est rendu compte qu'on avait des fichiers des coiffes des Sadida de la 1.1, par exemple, qui sont encore utilisés. Par exemple, sur les Dragons d'Inde, on a les mêmes formats de données. Donc voilà, c'est tout ce background en fait un peu particulier qu'on va avoir sur Dofus qu'il faut absolument prendre en compte, qu'on n'a pas en fait sur d'autres jeux. Ensuite, on va avoir beaucoup de problématiques de design sur Dofus qu'on est obligé de prendre en compte, comme par exemple les HDV des pierres d'âme, avec les 150 000 pierres d'âme qui sont à l'intérieur et qu'à l'époque elles n'avaient pas été pensées pour être 150 000 hôtels de vente et qui ont forcément un très gros coût à l'utilisation. Donc ça, c'est toutes les problématiques qu'on va avoir côté client. Ça va être de traiter en fait cette quantité de données vraiment spécifique à Dofus. Il n'y a pas d'autres jeux où on a 150 000 items avec 8 monstres à l'intérieur et qui en plus il faut filtrer dedans. Donc ça, c'est vraiment les grosses problématiques qu'on va avoir en tant que dev client. Donc on est un petit peu sur du tooling et tout ce qui va avec, plus que ce qu'on va avoir Du par tooling, exemple. qu'est-ce que Alors c'est du tooling, ça va être plus de la mise en place d'outils pour faire que les autres corps de métier puissent travailler comme il faut. Donc là, par exemple, si on veut, imaginons mettre une nouvelle mise à jour, on va pas en fait travailler directement sur le monstre A, le monstre B. On les connaît même pas en fait côté client. C'est tout fait par les autres pôles et ça passe par nos outils qui sont directement intégrés en jeu. Les évolutions du coup technique sont assez limitées parce que comme on a tout ce background derrière, à chaque fois qu'on va vouloir, imaginons, mettre en place une nouvelle feature, donc on en parlera peut-être un peu plus cet après-midi sur la maintenance, enfin sur la mise à jour juillet, où on va avoir tous les nouveaux combats et donc les nouvelles fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Donc vous verrez ce qu'on a dû mettre en place. Le problème, c'est qu'en fait, pour tout ça, on est obligé de casser du code qui est très ancien. Donc à chaque fois qu'on met des nouvelles fonctionnalités, comme on casse du code très ancien, enfin de la logique très ancienne plus que du code très ancien, ce qui se passe, c'est qu'on a des effets de bord, donc ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est assez violent. Je vais pas spoiler ce qui va se passer cet après-midi, mais on a dû casser et refaire en fait une bonne grosse partie du code pour la mise à jour d'OSA, mais j'en parle pas. Et la dernière grosse particularité qu'on a sur Dofus, comparé à d'autres jeux, c'est qu'on va avoir en fait à peu près 300 interfaces. Donc quand on change un comportement qui a l'air un peu simple, comme le fait de déplacer une fenêtre, potentiellement on va casser 300 autres interfaces derrière. Du coup les testeurs passent de très bons moments, parce que derrière il faut repasser sur les 300 interfaces et tout ce qui va avec. Au niveau de la dualité des bugs et features, donc ça revenait un petit peu sur ce que tu disais aussi tout à l'heure où c'était intéressant. C'est certaines fois on se retrouve à avoir des bugs qui deviennent des fonctionnalités comme l'autofollow ou quand on appuie sur CTRL W. Je l'ai appris d'ailleurs tout à l'heure, je le savais pas. Ça le désactive sur tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, quand on fixe une partie du code pour mettre des nouvelles fonctionnalités, on casse des anciens bugs. Comme on casse des anciens bugs, derrière, il faut qu'on remette des bugs, mais de manière propre. Donc il faut potentiellement revoir encore une partie du code qui était d'avant et tout ce qui va avec. Donc ça implique en fait beaucoup de choses. Quand on fixe et qu'on refait une refacto, c'est de la régression. De ce que je vois dans le chat, c'est exactement de la régression, mais pas voulu. C'est parce qu'en fait, comme c'est plus propre, derrière, on a enlevé des bugs, on a descotché en fait des anciens bugs. Comme on les a refaits, du coup, on a les problèmes et on doit les remettre derrière pour réavoir ces fonctionnalités qui étaient des bugs. Ensuite, un truc qui est intéressant, c'est que quand on fait du contenu, imaginons on sort un nouveau donjon, ça nécessite pas forcément du code client. On n'est pas obligé de forcément redev la moitié du jeu. Potentiellement, on peut se focaliser par exemple sur du debug à fond. Parce que les GD et les graphes vont être autonomes complètement pour travailler, intégrer et voir ce qui se passe. Les game designers et les graphistes, oui. Les game designers qui vont donc créer la logique des ennemis, qui vont créer les équipements, quels jets ils ont, et les graphistes qui vont animer par exemple les monstres. Du coup, en fait, une fois que vous avez développé les outils, ils peuvent les réutiliser à l'infini sans que vous ayez besoin d'intervenir. Là, en l'occurrence, pour la mise à jour de juillet, il y a eu des nouveaux outils avec des nouvelles mécaniques, et du coup, là, vous avez dû les développer. Voilà. Et ça, du coup, on n'en parle pas. On verra cet après-midi ce que vous allez voir comme nouvelles fonctionnalités. Mais tout ça, il a fallu que du coup, on les développe et que ils n'ont pas pu travailler en attendant. Du coup, par exemple, tout ce qui est sort, tout ce qui est équipement, tout ce qui est recettes, tout ça, c'est des outils
toute l'interface de recette elle fonctionne, l'interface de sort les mécaniques de sort ils fonctionnent et tout ça. Et du coup, un game designer, il a 100% la main sur le travail. Il peut faire un nouveau sort sans avoir besoin du tout de demander à un dev client. Par contre, s'il veut rajouter une nouvelle mécanique de sort, un truc qui a jamais été en jeu, là par contre, il va devoir voir avec le dev client. Donc là, par exemple. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait une quarantaine de correctifs pour cette maintenance-là, ce qui est peu en 2 semaines. C'est parce qu'il y a aussi, et c'est ce qu'on a voulu mettre dans la phrase dualité bug feature, c'est que actuellement il y a une partie de l'équipe client qui travaille sur la nouvelle dimension parce qu'il y a des nouveaux ajouts qui eux nécessitent du dev client. Donc il y a certaines mises à jour qui vont nécessiter du client et d'autres non. Et c'est aussi pour ça que lors des dernières années, 2023, 2024, sur le contenu, on avait très peu de dev clients sur la partie Flash et du coup on a essayé de faire un maximum de contenu qui ne nécessitait pas du client. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième temporis aux Atopia, qu'il y a eu les expéditions ou des choses comme ça, qui sont des choses qui demandaient assez peu de clients et beaucoup de GD, et du coup qui nous permettaient de nous concentrer sur le portage. Je rebondis vite fait sur une des questions que je vois, c'est que ça parle de ne pas avoir refait le code de zéro. On a refait le code de zéro. On l'a refait vraiment littéralement de zéro. Alors, par contre, à la différence qu'on n'a pas refait toute la logique. Parce qu'on ne pouvait pas. Il y avait toute la logique de ce qui était déjà là. On a dû recoder quasiment comme tel. Mais ça n'a pas été autogénéré. Il n'y a pas une IA qui est passée et qui a refait tout le code. On a dû réellement tout réécrire. Parce que, de toute façon, comme on disait il y a 4 semaines maintenant, avec Talchara, il y a dans le client des messages qui sont envoyés au serveur et du coup il y a des échanges entre eux et du coup le client, même s'il a été entièrement refait, le serveur n'a pas été refait et du coup ces messages-là ils existaient toujours et du coup ils ont dû réutiliser les messages qui existaient Exactement. On est obligé de communiquer de la même manière avec le serveur, on ne peut pas tout réinventer. Il y a aussi une problématique qui est à prendre en compte, c'est que Dofus, c'est un jeu qui a effectivement beaucoup d'interfaces, beaucoup de contenu, etc. Mais c'est aussi un jeu qui a énormément de micro-fonctionnalités, dans le sens où en fait, vous allez avoir des logiques de fonctionnement qui sont ultra spécifiques, qui sont propres à des développements qui datent d'il y a 10 ou 15 ans. Et je ne parle pas de code pur et dur, hein. Je parle vraiment de on va ajouter un bonus dans les interfaces, genre au hasard le fait qu'on puisse acheter avec le bouton entrée, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est des fonctionnalités qui ont été implantées il y a des années, dont les joueurs ont pris l'habitude de l'utiliser, et où c'est super compliqué soit de les identifier, parce qu'on n'a pas tous le même parcours, comme je l'ai dit, sur l'utilisation du jeu, et en plus de ça, il y a aussi le fait que si jamais on les oublie, c'est une régression justement. En fait, c'est ce genre de petits détails où c'est beaucoup plus, au final, c'est plus safe, je vais dire ça comme ça, même si c'est vraiment à prendre avec des pincettes, de des fois reprendre une logique existante et ensuite de la modifier une fois qu'elle a déjà été importée. C'est mine de rien, c'est le cas par exemple avec l'HDV, avec l'inventaire, avec plein de trucs. Je vais prendre une question parce que c'est moi qui l'avais dit. Il n'y avait pas des gens dans Kama qui ont dit que le système de combat n'avait pas été refait. C'est moi qui ai dit ça il y a 4 semaines et c'est exactement ce que disait Koto, notamment sur le combat. La logique du combat en elle-même, elle a pas changé. C'est que l'affichage qui a été refait complètement l'année dernière. L'affichage a été refait, mais du coup sur la logique de un sort, ça utilise des PM, ça utilise des PA, et même sur, je ne sais pas si on peut rentrer autant dans les détails, mais il y a une logique de séquence d'actions dans un combat où il y a plusieurs actions qui se font au fur et à mesure, et ça forme une séquence. Et ça, la logique, elle a. Ça, on ne pouvait pas la changer. Elle n'a pas changé. Potentiellement 12 000 sorts à faire, et est-ce que ça aurait été mieux? Pas forcément. Donc. Sachant que le combat en lui-même est en train d'être fait petit à petit. Oui. C'est pas un truc qui est laissé en statu quo en attendant, on le refera plus tard. On en parlait là encore il y a 4 semaines. Notre stratégie là pour améliorer la stabilité et réduire les bugs en combat, c'est d'essayer de refaire brique par brique et d'éviter la double communication le double calcul entre l'équipe client et l'équipe serveur. Je vais prendre un exemple qui est arrivé en jeu pour la 3.0, c'est sur la timeline. Sur la timeline, il y a le serveur qui calculait l'ordre de jeu des personnages et il y avait le client qui calculait l'ordre de jeu des personnages. Et parfois, en fait, le client calculait quelque chose, le serveur calculait autre chose et c'était pas la même chose qui était affichée. Et du coup, pour la 3.0, on a changé cette logique-là pour qu'il n'y ait que le serveur qui calcule l'ordre de la timeline et ensuite qu'il envoie ça au client. Et c'est plein d'autres choses comme ça. Donc on a fait des modifications là pour la 3.1 qui vont arriver. C'est sur la gestion des invocations et des compagnons. Ouais. Et pour cet été, les modifications qu'on aimerait faire, c'est sur tout ce qui est buff.
Donc là, pareil, on revoit brique par brique pour essayer d'améliorer la stabilité et la robustesse du robustesse Oui. robustesse du système. Concrètement, Mais on c'est essaie des de refactos reprendre- qui sont compliqués. Toi, Ouais. À chaque fois, c'est des milliers de lignes de code, c'est autant de comportements qui sont imbriqués dans d'autres choses, comme ce que tu disais encore tout à l'heure pour l'autofollow. C'est plein de choses qu'en fait, on prend pas en compte de base parce que bon, c'est juste pas tous les comportements qu'il y a. Il faut tout refaire. Faut tout refaire à chaque fois. C'est très très fat. Et je vois une remarque en plus dans le chat, vous sortez des nouveautés mais réglez déjà les problèmes. Je fais juste une remarque sur ça, c'est que régler les problèmes sur un sujet qu'on de toute manière on va casser parce qu'il a besoin d'une refonte complète ou parce qu'on en a besoin pour une future mise à jour, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est bête, hein, mais voilà, c'est des trucs qui sont quand même à prendre en compte et on peut se dire qu'aujourd'hui c'est plus facile de laisser un bug actif le temps de refaire la feature plutôt que de s'amuser à corriger pour tout péter. Et c'est notamment le cas des songes infinis. Les songes infinis ont des bugs qui sont chiants en ce moment, qui par exemple empêchent les joueurs de rentrer dans les songes. Sauf que est-ce que ça vaut le coup de se lancer actuellement dans les songes infinis alors que la refonte elle est prévue? C'est pareil, c'est des sujets qui sont un peu plus fat. Et dans le cadre de ces refontes aussi, par exemple, la timeline, ça permet, c'est ce qu'on disait avec Talchara il y a 4 semaines, par effet de bord. Donc, on fait une modification et par effet de bord, ça va corriger des choses. Donc là, par exemple, on fait la timeline, on refait la timeline, et ben, par effet de bord, ça va être une dizaine de bugs sur la timeline qui vont être corrigés. La timeline, c'est chiant à tester. C'est comme le contrôle des entités, c'est un enfer à tester tous les cas. Dernière question et après on va prendre dernière question pour Koto et après on va prendre des questions dans le chat pour être sûr aussi pareil que on n'a pas été trop flou sur la partie client. Durant de maintenance, qu'est-ce que vous faites? Là, actuellement, rien pour la maintenance. C'est préparé en fait à l'avance. On prépare tout pour qu'il n'y ait plus que le jour J à tout déployer. Et on reste À après déployer, sur c'est-à-dire alors à déployer pour la rendre accessible aux joueurs et aux testeurs. En gros, on les a préparés avant. Le matin, quand la maintenance commence, on la rend disponible aux testeurs qui font du coup les smoke tests. Et s'il y a un problème, on se rend compte que c'est un vrai problème critique à ce moment-là et qu'il faut recompiler, refaire le jeu, à ce moment-là on le refait. S'il faut exporter des données, on le refait. Mais on essaye en général de tout avoir la veille pour pouvoir juste tester et rapidement le rendre disponible aux joueurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux regarder s'il n'y a Bien pas des sûr. news sur la... Et d'ailleurs, j'ai vu passer plusieurs messages tout à l'heure sur la Forge Magie, notamment la Forge Magie coopérative. Il y a des corrections qui arrivent aujourd'hui sur l'optimisation de l'interface coop après que l'interface classique a été optimisée. Donc, croise les doigts pour que ce soit mieux pour vous aujourd'hui. Les smoke tests ont commencé depuis une quinzaine de minutes environ. Et du coup, oui, vous préparez tout en avance et il n'y a que l'équipe serveur qui, eux, ne peuvent pas préparer en avance puisqu'il faut que les serveurs soient éteints. Exactement. Mais vous n'avez pas besoin que les serveurs soient éteints pour le faire. Non, tous les Donc vous avez personnages, l'avantage de tout à fait. pouvoir le faire en avance. Tout à fait. Exactement. Et bien, comme la partie client, la partie testeur, pardon, je vous propose de passer à quelques questions sur la partie client. Qu'en est-il des animations trop volumineuses? Ah, ça te parle, ça aussi. Lumineuse. Volumineuse. Ah, volumineuse, oh là. Oui, c'est un truc que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. Concrètement, le dev client, il est obligé aussi de fliquer, on va dire, les autres pôles pour aller leur dire ce que vous avez fait là, ça coûte trop cher. Ou ça a été mal fait, ça va causer des problèmes. Concrètement, de manière générale, on est obligé de passer, c'est notre rôle de passer par exemple derrière les animateurs et de leur dire le personnage que tu as fait là, si je le charge, déjà il va prendre 2 secondes à charger. Et ensuite, il va rajouter 120 mégas dans la RAM parce que tu as mis des super effets qui prennent la taille de l'écran fois 300 secondes. C'est pas envisageable. Donc ça, par exemple, c'est une des problématiques qu'on va avoir. Je me souviens plus de la question. Les animations trop volumineuses. Ouais, c'est voilà. ça. C'était un peu ça. Ouais. Après, c'est pas que ce cas-là. On va aussi devoir accompagner, par exemple, les autres équipes comme les LD, à pas mettre 300 petites flammes dans tous les sens ou 300 feuilles qui bougent. C'est ce genre de choses. Parce que l'idée, c'est aussi de trouver un bon équilibre entre chargement de map rapide, pas trop en RAM pour pas que y ait des freezes sur beaucoup de choses. C'est ce genre de choses qu'on fait côté client. Je vois plusieurs questions sur les fuites mémoire et tout ça. On en parlera en deuxième partie. On pourrait prendre les questions, mais on en parlera d'un coup d'un seul. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est optimisable ces animations? Eh bien, il faut généralement travailler avec les animateurs, soit pour revoir comment ça a été animé pour réduire un peu la taille du fichier. C'est exactement ça. On leur demande de reprendre en fait les parties qui sont beaucoup trop coûteuses et volumineuses sans forcément de raison et d'essayer de trouver une alternative moins chère avec le même rendu. Le bug de quantité des ressources dans l'inventaire qui ne change pas quand je mets en vente. Ça a été fixé, ça arrive aujourd'hui. Oui. Animation, pitié le Zobal.
crois que ça parle Le pas du Zobal, de client, ça. mémoire, il y a eu des correctifs il y a 2 semaines Mm. sur les transitions de masque pour faire en Ouais. sorte que ce soit plus léger. C'est les problèmes qu'on avait avec la picole du panda, du coup, où les animations étaient giga fat, donc c'est un peu compliqué d'eau. Mais en dehors de ça, de mémoire, alors c'est possible qu'il y ait des animations spécifiques, mais en fait c'est un travail. Les animateurs ont une liste de fichiers à retravailler sur lequel il y a beaucoup de taf à faire, donc c'est fait petit à petit. L'EK Flip est particulièrement sujet à ce genre de problème. Peut-être que c'est vrai qu'on n'est pas rentré trop dans les détails puisqu'il nous manque sûrement des éléments techniques que tu vas pouvoir apporter. Comment vous expliquez la différence des grosses animes qui passent sous Flash mais qui passent pas sous Unity? Ok. En gros, ce qui se passait, c'est que sur Flash, c'était en natif Flash. Du coup, ça utilisait différents process. Pour les utiliser sur Unity, on a été obligé de faire des outils internes qui exportent, qui permettent de récupérer tous les petits bouts de personnages et de monstres et les faire marcher frame par frame. Ce qui fait que c'est forcément plus coûteux. C'est plus du natif de Flash. Donc on a eu cette surcouche au niveau des animations. Après, les animations qui étaient sur des gros personnages avant étaient déjà coûteuses. Il y a des questions aussi sur. Attends, c'était sur quoi? Les interfaces sont si compliquées à modifier pour vous? Pas forcément, ça dépend ce qu'on fait dessus. Ouais. Mais normalement, je voyais que ça parlait des interfaces qui bougeaient un petit peu. Normalement, on l'a fixé ça. Ouais, pour ça justement, pour les interfaces, si jamais vous avez encore le bug, n'hésitez pas à remodifier vos interfaces et à re-sauvegarder votre preset. Parce qu'en fait, il y a de bonnes chances que vous ayez les anciennes données sur vos presets et que du coup, ce ne soit pas pris en compte. Si vous aviez déjà des mauvaises données avant. C'est la même chose avec le fameux shift plus flèche du haut pour renvoyer un MP à la dernière personne. Il y a une sauvegarde dans le client qui vous dit voilà la liste des dernières personnes que vous avez MP et cette liste-là est mauvaise si vous ne l'aviez pas update depuis. Donc c'est possible. Par sécurité, vous pouvez clean vos options et les refaire si vous voulez être vraiment sûr. Normalement, ça devrait corriger les deux problèmes. Mais n'hésitez surtout pas à utiliser le système de preset qui devrait normalement pas mal aider sur les interfaces. Une question qui va revenir au sujet sur la dualité bug feature. Et la DA des interfaces sera-t-elle conservée? Alors, pour modifier la DA des interfaces, ça demande aussi du dev client. Ça dépend à quel point est-ce qu'on doit modifier la DA des interfaces. On voit que par exemple avec les thèmes, on peut déjà faire quelque chose de manière globale sur les interfaces, mais s'il faut rajouter un fond, on peut aussi, imaginons ce qu'on a fait sur les inventaires. Oui. Potentiellement, ça on pourrait le globaliser assez rapidement et le mettre sur tous. Par contre, s'il faut faire quelque chose de différent sur chacune des interfaces, ça oui, du coup, ça prendra un peu plus de temps. Et du coup, ça rentre dans la balance. Est-ce qu'on préfère faire du bug ou est-ce qu'on préfère remodifier la DA des interfaces? Est-ce qu'il vaut mieux rajouter un joli fond derrière toutes les interfaces et perdre 2 semaines de debug sur des fuites mémoire et compagnie? Voilà. C'est le pour et le contre à chaque fois. Et ça, après, c'est pas de leur faute, c'est la mienne, c'est moi qui décide les priorités, enfin qui décide. C'est toi qu'il faut taper. Et du coup, moi, je pars du principe que je pense que c'est plus important d'avoir une base stable, sans bug, pour pouvoir construire au-dessus, plutôt que de vouloir faire des modifications, par exemple, de DA d'interface, qui sont bien entendu intéressantes. On en a fait quelques-unes à la 3.0, on en fait à la 3.1, on en fait quelques-unes à la 3.2. Mais disons que ça ne va pas enlever la frustration que vous aurez, qu'on a quand on joue, nous aussi, de rencontrer un bug en jeu. Je vois que ça parle beaucoup de la FM. La FM, normalement, la FM de base a été pas mal corrigée et la coop arrive aujourd'hui. Ouais. Et oubliez pas juste un truc, c'est que l'HDV est toujours un sujet au fuite mémoire. Ça n'arrive pas pour aujourd'hui. Ce qui fait que les bugs que vous avez dans l'interface Forge Magie sont peut-être liés au fait que vous ayez ouvert l'HDV avant, que ce soit pour acheter vos runes ou vos items. Donc si vous voulez être vraiment sûr, vous refermez votre client après avoir être passé par l'HDV, vous relancez avant de lancer en Forge Magie et ensuite vous verrez si jamais il y a un problème. Et oui, le sujet HDV est connu, ça fait partie des correctifs pour la suite. Je regarde. Alors plus tard. Pour la séparation de l'activation du mode créature en combat et hors combat, ça devait passer aujourd'hui, mais les tests, il y avait quelques éléments bloquants et du coup, ça arrivera normalement avec la 3.2. C'est si vous voulez suivre, c'est le 56237. Il est dans la liste des bugs. Oui. Et pour les raccourcis pour fusionner, il est aussi dans la liste des améliorations. Je vais revenir sur un des points que tu as évoqué tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui disent je suis obligé de relancer mon client toutes les 20 minutes, d'autres personnes qui peuvent faire des grandes sessions
des grandes sessions de plusieurs heures sans problème. Ça dépend principalement en fait de vos activités en jeu. Si vous faites par exemple une activité qui est malheureusement a des problèmes de performance, l'exemple le plus flagrant aujourd'hui c'est sur l'HDV. Si vous faites une longue session HDV, ça va être très problématique au bout de quelques dizaines de minutes, contrairement à si vous faites du combat ou d'autres éléments comme ça qui, eux, aujourd'hui ont été stabilisés, ont moins de fuites. Donc, on en reparlera tout à l'heure sur les performances et crash, mais l'un des enjeux des testeurs, c'est de réussir à identifier exactement l'endroit où il y a des augmentations de RAM et essayer de les corriger. Enfin, de l'envoyer aux clients pour qu'eux essayent de le corriger. À partir du moment où on arrive à repro, en fait, la montée de mémoire, c'est pas un souci. C'est ça, en fait, c'est essentiellement ça le problème. C'est que dire il y a des fuites de mémoire au bout de 20-30 minutes, effectivement, c'est facile à dire. Effectivement, nous aussi, on les constate, on n'est pas aveugle à ce niveau-là. Le truc, c'est que savoir quelle action précise vous faites des fuites de mémoire. Par exemple, un des trucs qui fait des fuites de mémoire en ce moment, c'est les infobulles des objets. Infobulles des objets, des altérations. En gros, si vous avez vos interfaces placées à un certain endroit, notamment en haut à gauche, et bien en fait il s'avère que si vous vous amusez à ouvrir des infobulles à cet endroit-là, ça peut venir du chat, ça peut venir de votre inventaire ou autre, l'infobulle va automatiquement s'ouvrir et se fermer, et se réouvrir, et se fermer, et faire le yo-yo comme ça en fait, parce qu'elle trouve juste pas la place pour s'ouvrir. Et bien en fait ce truc-là en particulier accumule de la mémoire, et ça peut monter très très vite si vous avez une grosse infobulle. Par exemple, je vais dire un item au hasard, la coiffe pas de greffe, il y a 36 milliards de lignes. Et ben en fait c'est à partir de là ça pose problème. Ça fait partie des corrections de la journée, je vous rassure tout de suite. Et un petit mot sur le cache ou pas ? Est-ce que c'était une habitude récurrente de vider le cache sur Flash Il n'a plus exactement le même intérêt côté Unity. On ne met pas en cache les maps, on ne met pas en cache les personnages et compagnie. Donc en fait, vider le cache, tout ce que ça fait, c'est supprimer les options. Plus ou moins importantes suivant le niveau de cache qui a été vidé, mais c'est pas vraiment vital. Sauf si il y a une... Non, c'est pas... C'est le fait de relancer. Si vous avez un bug ou que personne n'a, qui est très problématique parfois, c'est peut-être parce qu'il y a une option qui a mal été enregistrée dans votre cache, du coup là ça peut aider, mais pour les problèmes de perf, non. Je vais mettre dernière question, un petit point, parce que je vois beaucoup la question remonter, et après on passe sur la suite. Sur les attitudes, les coups fatals, les émotes, le retour, on en a déjà parlé il y a 4 semaines, ce n'est pas dans la main des dev clients, ce n'est pas dans la main des testeurs, c'est dans la main des animateurs, parce que comme on le disait, il y avait certaines attitudes qui étaient très très volumineuses et qui, comme on le disait il y a même pas 10 minutes que c'est plus possible sur Unity, et du coup elles sont pas buggées, c'est juste qu'elles reviennent au fur et à mesure. Donc là avec les animateurs, on en a reparlé la semaine dernière, on s'est fixé 2 objectifs, c'est pour septembre de remettre la moitié de ceux qui sont encore manquantes, et pour décembre d'avoir la totalité des attitudes et des émotes manquantes, et des coups fatals aussi. Les dialogues de PNJ en cache, ça me dit vraiment rien. On n'a pas. Je vous propose de passer à la suite pour faire un petit point sur les logs Dofus. Alors, avant de commencer, dans quel cas c'est utile ? Pourquoi des logs Dofus ? Ça peut nous servir dans beaucoup de cas pour savoir s'il y a eu une erreur, en fait, tout simplement. Dès qu'il y a un truc qui n'est pas normal dans le client, une montée en RAM ou un crash par exemple, nous ça peut nous servir de lire en fait vos logs pour savoir exactement où est-ce que ça s'est passé. Si en plus on arrive à avoir une repro, c'est vraiment bien. Mais le log permet déjà de nous aiguiller sur c'est un problème d'animation, c'est un problème de chargement. Ça nous permet vraiment en fait de savoir vraiment d'où vient l'origine, dans la plupart des cas. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. Donc généralement, nous, on en demande côté test aussi. C'est principalement dans le cas de crash où c'est le plus évocatif, parce que ça permet de voir l'exception qu'il y a. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande souvent vos logs pour pouvoir justement essayer d'identifier le problème et de pouvoir l'envoyer à l'équipe client. Alors, on a voulu faire un petit rappel sur les logs. Ils sont assez facilement accessibles depuis le launcher. Si vous cliquez sur la roue dentée à droite du bouton jouer, vous pouvez aller dans répertoire de jeu et ouvrir le dossier de log. Donc ça va ouvrir votre truc de dossier. Explorateur de dossier, exactement, merci. Et vous allez avoir un fichier dedans avec les logs. Alors, vous aviez un fichier avant, mais pour cette mise à jour qui arrive maintenant, pour cette maintenance, on a modifié un petit peu le fonctionnement des logs. Avant, en fait, ce qui se passait, c'était que dès que vous lanciez le client, il y avait le fichier qui était supprimé et un nouveau qui était créé. De ce fait, si vous aviez un crash et que vous relanciez le client, le précédent log où il y avait toutes les informations du crash était supprimé, et du coup, vous en recréez un nouveau qui était vide.
C'était un peu problématique parce que du coup, il suffisait que le joueur soit en combat, il veut recliquer rapidement sur jouer pour pouvoir finir son combat et après il envoie les logs. Et ben là, c'est trop tard parce que c'était écrasé. Du coup, on a aussi le problème sur le multi-compte où si vous aviez plusieurs comptes sur un seul ordinateur, eh bien, il n'y avait qu'un seul fichier aussi qui était écrasé. Donc là, on a deux modifications qui arriveront pour aujourd'hui. Le premier, c'est que maintenant, vous avez un fichier de log par compte. Donc vous avez le Dofus, l'ID de votre compte et .log. Donc ça va être le dernier fichier de log qui a été généré. Donc si vous avez lancé votre client, ce sera celui-ci qui apparaîtra. Et il y en a un par compte, donc plus un pour tous les comptes. Et la deuxième modification maintenant, c'est que le précédent n'est pas supprimé non plus. Vous gardez un historique de une itération de log. Donc c'est le dofus.prev.l'id du compte. Et du coup là, ça permet de retrouver le log de l'ancienne session de jeu que vous aviez. Donc ça permettra, comme ça, vous pouvez relancer rapidement votre client pour finir votre combat ou vos actions, ou si vous étiez en FM coop ou j'en sais rien. Et ensuite, prendre le temps de nous envoyer ces logs-là. Et pour savoir l'ID du compte, vous ne le saurez pas, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas moyen dans le jeu de savoir son ID de compte. Mais vous pouvez directement envoyer tous les fichiers. On se débrouillera avec. Et donc ça, c'était pour comment retrouver un fichier de log. Et ensuite, comment le lire. Alors, il y a un énorme pavé de texte sur le fichier, parce que le fichier de log log pas mal de choses. Nous, ce qu'on cherche principalement, c'est des exceptions. Exactement. Donc là, par exemple, on peut voir que sur l'exemple, on a la première ligne qui dit valid interval bounds exception. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voit que du coup, il y a une exception et on peut facilement le repérer parce qu'en dessous, on a l'endroit où ça s'est passé. Donc c'est tous les quelque chose. Enfin voilà, du coup, une ligne d'exception avec le mot-clé exception, en dessous plein de c'est le genre de choses qui nous intéresse. On va vous montrer un fichier d'exemple. C'était sur un joueur qui nous a remonté qu'il avait un crash alt-tab. Est-ce que j'arrive à bien voir? Je suis où là? Parfait, merci beaucoup. Je vois que ça parle des try catch vite fait. Quand il faisait du alt-tab sur son écran, il avait un crash. Ouais. Donc là, on peut voir sur tous les logs, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, du unloading ou des choses comme ça. Ce qui va nous intéresser, nous, généralement, c'est qu'on défile. Et là, on peut voir qu'il y a une exception ici. Hop. Dans les logs, et du coup c'est ça qu'on va pouvoir fournir ensuite à l'équipe client pour qu'ils puissent identifier l'exception. Et là en l'occurrence, il y en avait même une deuxième. Donc nous quand on reçoit les logs, on regarde s'il y a une exception, et s'il y a une exception, on peut l'envoyer à l'équipe client pour qu'il tente de trouver le... Après c'est pas systématique. Sur le log, je pense qu'il le voit pas très bien. C'est contrôle molette. Si tu veux zoomer. Non. C'est pas contrôle molette. Contrôle plus. Hop. Voilà. Donc si vous savez pas, si vous vous demandez si votre log va servir à quelque chose, grosso modo, si je caricature, vous faites CTRL F exception si vous avez quelque chose, c'est intéressant. Si vous avez rien, tant pis. On ne pourra pas faire grand chose. Ça peut quand même nous servir au cas où, mais en général, c'est les exceptions qui causent les problèmes. Ouais. Mais l'avantage aussi, c'est que si jamais il n'y a rien dans les logs, c'est que vous avez un bug, ça dépend soit du serveur, soit de la machine. Donc au moins, généralement, ça retire le client de l'équation. Souvent. C'est pas systématique. On fait quand même des cagades souvent. Bref. Hop. On peut repasser si j'arrive à retrouver. Zut, comment je fais? Ah oui, ici, pardon. Un vide cache sans clear d'options, ça servira à rien. Le vide cache, il clear les options. On n'a plus de cache comme sur Flash. Est-ce que vous avez des questions sur les logs ou pas? Le nul pointeur. Les questions GD, c'est pour les lives GD hein, dans le chat. C'est pas l'endroit pour les poser. Non, eh bien écoutez, on passe à la suite alors. Peut-être une update sur les... Je vois que ça parle des lignes de log qui ne sont pas eurodatées. Elles le sont, sauf dans le cas des exceptions. Je fais juste un petit point pour savoir où est-ce qu'en sont les tests et on passe à la suite. Il y a des fuites lors d'une recherche de pierre d'âme par nom. Pour les pierres d'âme par nom, c'est pas forcément qu'il y a une fuite. Alors, il y a un coût, mais c'est surtout que le coût, c'est le fait de passer sur potentiellement 150 000 pierres avec 8 mobs à l'intérieur. Donc, c'est des checks vraiment très très gros. On est environ à la moitié. Y a-t-il des blagues de dev dans les logs? Dans les logs, je suis pas sûr. Dans le reste, peut-être.
Est-ce que tu peux repasser sur la présentation? Si je suis en mode présentation, je ne sais pas, peut-être. C'est cet après-midi pour le live 3.2. Oui, il y aura aujourd'hui, il y a 3 lives. Donc vous avez celui-ci qui se terminera à peu près quand la maintenance sera terminée ou quelque chose comme ça. Il y en a un deuxième, et 2 cet après-midi. Un pour présenter la mise à jour et la nouvelle dimension, et un pour présenter la refonte aux Amodas. Du coup, pour finir sur ce live, on voulait revenir sur 4, on les a appelés sujets majeurs, parce que c'est les 4 sujets de préoccupation, si je puis dire, qui concernent à la fois les testeurs, les clients, et qui vous concernent aussi vous. Et on trouvait que c'était intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. Le premier, donc, c'est sur les performances et les crashs. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. C'est 2 sujets qu'on regroupe en un bundle, puisque c'est des sujets qui sont vraiment très impactants, même si c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Pour les crashs, comme on disait, généralement, ce qu'on fait, c'est que on essaie de récupérer des logs. On a des logs, on envoie les exceptions à l'équipe client, et l'équipe client essaie de les corriger. Pour les performances, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment vous faites côté test? En fait, l'idée par rapport au problème de performance, c'est que de base, on va déjà identifier que sur une session, on a des montées de RAM. C'est le principal indicateur à l'heure actuelle où en fait, on va se retrouver dans des situations où on sait qu'une action va générer anormalement de la RAM. Ça peut être pour plein de sujets, ça peut être une transition de map ou autre. Donc en fait, on va garder sous le coude en permanence la consommation de RAM du client pour voir comment ça fonctionne, la consommation de processeur, la consommation de carte graphique de manière générale. Et à partir de là, en fait, on va faire différentes actions dans le client pour voir ce qui peut précisément causer des problèmes de RAM. Donc c'est généralement de l'exploration. On va se balader sur le jeu, on va faire différentes actions, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va affiner de plus en plus les tests. C'est souvent aussi basé sur les retours des joueurs. Où en fait on va avoir justement des joueurs qui vont dire moi ça lag, qu'est-ce que tu fais dans le jeu, je fais ça, ça, ça. Nous on va trier, on va essayer de trouver les endroits où ça pète, et à partir de là on va commencer à voir, on va se dire voilà, quand on fait cette action en particulier on peut accumuler de la RAM, mais par contre si je fais ça, par exemple je vais en perdre ou autre, et on va essayer de voir aussi si c'est des accumulations permanentes ou si c'est des accumulations temporaires et que le client finit par clean ce qu'il utilise en RAB. Par exemple, justement pour le cas de l'EK-Flip, les histoires des envoûtements. Si vous jouez en EK-Flip sans l'infobulle des combattants ou sans la fiche d'envoûtement, ça fonctionne mieux, essentiellement parce que la fenêtre en question avait des problèmes de performance et elle accumulait de la mémoire un peu bizarrement, et elle influait aussi sur les perfs puisque ça faisait freeze petit à petit le client à ce niveau-là. Et du coup, quand un problème de performance est identifié, de votre côté, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est exactement un problème de performance Alors en fait, une fois qu'on a la repro, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe en mémoire. La reproduction. La reproduction, pardon. On va voir ce qui se passe en mémoire avec nos outils. Donc par exemple, pour le cas des buffs, on voyait qu'on avait telle et telle raison qui se passait, donc on est allé se focus dessus. On a traité le problème et on a fait en sorte qu'il se produise plus. Ce qui fait que maintenant, en fait, les combats, si on avait la fenêtre de buff qui était ouverte, comme on avait des freezes à chaque passe-tour, à chaque lancer de sort et compagnie, ça a quasiment retiré tout ça. Voilà, concrètement, c'est on analyse ce qui se passe au niveau de la mémoire, qu'est-ce qui alloue le plus de mémoire, et on essaie d'éviter ça. C'est des gros traitements aussi. C'est par exemple, dans le cas du buff de l'EK, on avait 700 buffs qui étaient appliqués, qui appliquaient chacun des sous-effets, donc il a fallu voir pour délayer ça et compagnie. Et après, comme on le disait, le problème, c'est que sur certaines interfaces, comme on va revenir sur l'HDV des âmes, là, c'est pas qu'il y a un réel problème. Trop de choses. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments affichés. Et tout à l'heure, ça parlait par exemple, quelqu'un avait l'idée de faire de la pagination. Ça n'empêchera pas que, même si on fait de la pagination, c'est pas le fait d'afficher les items le problème, parce qu'on affiche que ce qui est à l'écran, on n'affiche pas les 150 000 items. C'est le traitement sur les 150 000 items qui va coûter cher. Donc si on a 150 000 items, si on a 150 000 pierres et qu'on fait la recherche, peu importe qu'on ait une 150 pages, on fera quand même la recherche sur les 150 000 pierres d'âme, pour savoir exactement où est-ce qu'il est notre bouffe tout royal avec. Oui, et puis une interface HDV d'âme sans le champ de recherche. Ça ne plus rien. Sauf si vous voulez scroller beaucoup, mais voilà. Donc là, comme tu disais, c'est plus une question de savoir comment on peut peut-être un peu modifier le fonctionnement des pierres d'âme ou voir comment on pourrait... En fait, il y a plein de modifications qui peuvent être appliquées. Ça peut être sur le fonctionnement de la pierre en elle-même, ou ça peut être juste dans la manière de traiter les informations. Ou même ça peut être du genre un délai, la pierre d'âme reste moins longtemps en HDV. Enfin, il y a des choses à revoir. Ça peut aussi être délégué côté serveur aussi de temps en temps. Comme c'était le cas pour la timeline justement. Surtout, ne serait-ce que côté serveur, quand on envoie des messages avec le serveur et qu'on reçoit les 150 000 pierres, c'est pareil, Ouais, on forcément, reçoit un méga message.
C'est vrai qu'on s'était posé la question aussi de ne pas faire une recherche spécifique, mais de faire une recherche par groupe de monstres. Mais pareil, il faudrait repasser par... Ça n'empêcherait pas. Ça nécessite de le retaper un peu plus que juste modifier 2-3 affichages clients en fait, à ce stade. Et en effet, ça s'est bien accentué avec les taux de pourcentage dans la pierre. Parce que du coup, c'est autant d'items séparés alors qu'avant, ils étaient quand même filtrés par prix et les éléments à l'intérieur. Question intéressante pour toi. C'est facile d'améliorer les performances dans Unity ou pas tellement? Ça dépend. Voilà. Ça dépend en fait quel style de problématique de performance on a. Si c'est un problème de, imaginons, dans une interface, on rafraîchit trop les choses, on peut délayer, on peut faire en sorte que ça refasse qu'une seule fois le traitement plus tard au lieu de le faire 15 fois, ce genre de choses. Mais ça dépend en fait de la problématique, mais oui, c'est relativement facile à faire, suivant le problème. Oui. Et suivant que tu sais où est-ce que tu as des gains à faire, quoi. Exactement. Après, il y a des gains où ça va être incompressible. Par exemple, les animations, le fait de les charger. Bah, si l'animation, elle fait 80 mégas parce que c'est 3 atlas très grands, bah, malheureusement, on ne pourra pas faire de la magie. Oui. Non, parce que comme tu disais, je voulais pas qu'on puisse croire que si on te laisse 2 semaines sur le client, tu vas pouvoir augmenter les performances de zinzin, quoi. Bah, C'est juste que s'il y a un problème de performance, c'est relativement facile de le corriger une fois qu'on l'a identifié. Le plus dur, c'est l'identification. Le plus dur, c'est d'identifier. Et comme tu disais, au bout d'un moment, une fois que les principaux postes de fuite mémoire seront identifiés, là, le gain, il sera capé, quoi. Bah, on le sent déjà, par exemple, en combat. On sent qu'on a pu mettre le doigt sur la problématique des buffs qui change vraiment la qualité des combats. Il y a une bonne question aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les accumulations de bugs, de fuite mémoire, etc. côté joueur? Côté joueur, en fait, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est juste d'être conscient de ce que vous faites pour nous aider justement à trouver les informations et pour qu'on puisse justement identifier les problèmes de perf. Mais après, de votre côté, une fois que les problèmes sont identifiés de notre part, ça va essentiellement être à vous d'avoir les informations pour vous dire bon, bah, je sais que si je fais telle action, je vais avoir des problèmes. Et donc, si je peux les éviter, si je peux jouer d'une certaine manière ou en tout cas temporairement, donc que ce soit corrigé, bien sûr, hein, le but c'est pas de changer définitivement votre manière de jouer, bien ça vous permettra normalement en tout cas d'essayer d'éviter ce genre de trucs. Maintenant, ça se fera avec le temps, hein, quoi qu'il arrive. Des problèmes de fuite mémoire, il y en a. C'est pas juste oh bah il y a une fuite mémoire dans le jeu. Ouais, elle est où, elle est quand, elle est comment. Il y en a plein de manières différentes en fait, de faire des fuites mémoire. Donc, Et puis autant il y en a qui sont chez nous où vraiment c'est nous les fautifs, autant il y en a certaines où bah, on travaille en fait régulièrement avec Unity pour savoir exactement ce qui se passe. Là par exemple sur le chat on a encore une problématique, c'est sur les textes très longs. On a quand même des fois des fuites mémoire. Et ça du côté Unity on est en train de travailler avec eux, on fait ça très régulièrement pour voir comment est-ce qu'on pourrait modifier côté moteur pour améliorer ça. Et c'est pas la seule problématique qu'on a en fait où on discute régulièrement avec Unity. On a aussi la problématique, par exemple, sur Mac avec les scrolls. Ça, c'est côté Unity. Et en fait, on discute actuellement assez activement, même très activement, quotidiennement avec eux pour voir où est-ce que ça en est. Parce que on ne peut pas garder ça. On est en train de chercher des solutions temporaires entre deux. Pour compléter un petit peu ce que disait Schizio, c'est que si vous avez une session de 30 minutes au bout d'un moment... de sec, pardon. c'est pas grave. Ça devait arriver à un moment, de toute façon. Certain, de toute manière. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Si, pardon. Il faut nous les remonter. Si vous voulez, si vous faites une session de 30 minutes et que vous avez des gros problèmes de performance, c'est que dans ces 30 minutes-là, vous avez fait quelque chose qui était problématique. C'est que problématique. Vous avez fait quelque chose, une action ou une activité où il y a des fuites mémoire et que nous, on doit corriger. Donc, comme disait Sek tout à l'heure, c'est que il faut être conscient de ce que vous avez fait pour essayer de nous aider à nous aiguiller sur ces problèmes de performance. Donc, par exemple, on en parlait de l'HDV, on sait qu'en faisant une grosse session, pas forcément besoin de faire une grosse session en 15 minutes, ça peut vite exploser. C'est ce qu'on fait, ouais. Si on va dans l'HDV et qu'on commence à ouvrir les montures, ouais, c'est fini. Et attention, juste un truc, c'est pas un reproche de votre part, hein, vous subissez le jeu, c'est à nous de faire les améliorations, etc. Hein, c'est pas pour vous rejeter la faute, absolument pas. C'est juste que plus on a d'informations sur comment vous jouez, plus nous on peut identifier les cas qui justement vous posent problème. C'est essentiellement pour ça. Donc à partir de là, en fait, plus on va vous poser des questions, plus on aura les informations, et plus on aura les informations, plus nos tests et nos corrections seront qualitatives. C'est essentiellement pour ça. Et là, pour le moment, en fait, on a des bugs. Je vais prendre un exemple tout bête. Les captures d'âme. On a en ce moment des gens qui, à la fin des combats où ils font des captures d'âme, ils ont leur client qui crache. Ils se ferment purement et simplement. En fait, ce truc-là,
c'est spécifique à certaines machines. En tout cas, à l'heure actuelle, les personnes qui l'ont régulièrement, mais c'est pas étendu à tout le jeu. Et c'est ce genre de cas particulier sur lequel, si nous, on l'a pas de notre côté, ça va juste être super chiant de réussir à les repro. Donc en fait, le point d'entrée justement de ce truc-là, c'est essentiellement les logs et votre manière de jeu. Et il y a quelqu'un qui dit sinon vous jouez à votre jeu, bordel. Je pense que c'est que tu joues un petit peu au jeu. Un peu, ouais. Koto, tu joues un petit peu au jeu. J'ai dû jouer une quinzaine d'heures ce week-end. Je peux vous dire que j'ai pas eu besoin de relancer le client parce que j'ai pas ouvert d'HDV ou quoi. J'ai fait des succès de mob, j'ai fait des quêtes et j'ai un vieil ordinateur qui date d'il y a 10 ans et j'ai pas eu besoin de relancer une seule fois le jeu, quoi. Donc c'est parce que le principe d'un problème de performance, c'est d'identifier d'où vient le problème, quoi. C'est ça. Et suivant vos activités, il y a certaines personnes qui pourront faire d'énormes sessions sans aucun problème et d'autres qui auront des problèmes en 15 minutes, quoi. Ça dépend essentiellement des activités. Donc oui, effectivement, on connaît pour l'HDV, on sait que c'est un problème qui est assez important. Et c'est exactement le même problème qu'on avait avant la 3.1 sur l'interface des options et l'interface des succès, où en fait elles étaient particulièrement lourdes à charger. Elles sont toujours lourdes à charger, mais en fait ça a créé des problèmes juste au chargement. Et c'était la même chose avec l'encyclopédie, avec le bestiaire. C'est plein de petits points de tension où en fait c'est pas forcément une action en particulier que vous allez boucler pendant 20 minutes qui va vous faire monter en RAM, c'est potentiellement l'accumulation de plein de petites actions qui sont des optimisations à faire au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que je disais au début que c'est pas un truc qu'on peut corriger là comme ça en un claquement de doigts, c'est juste pas possible. Mais le truc c'est que il faut qu'on continue à enquêter au fur et à mesure et plus on va réussir à déblayer les endroits où ça pète, plus on va trouver d'autres endroits où ça pète. Qu'on soit clair là-dessus, hein. C'est pour ceux qui ont joué sur Flash, ils savent aussi de quoi je parle à ce niveau-là, puisqu'on avait quelques petits problèmes aussi au niveau des perfs sur Flash qui étaient compliqués à tracer. Alors, je rebondis vite fait sur les HDV parce que je vois que du coup ça a fait réagir quand on a dit qu'il fallait pas aller en HDV. C'est pas qu'il faut pas aller en HDV et en plus on est en train de les fixer. On a déjà une grosse partie des optimisations qui arrivent dessus. Bien sûr que vous pouvez utiliser les HDV, c'est pas ça. Et normalement, dans pas longtemps, ça sera plus un souci. Je veux pas dire de date, mais c'est plus qu'en cours de test de notre côté. Théoriquement, ça devait arriver aujourd'hui, mais on n'est pas encore totalement satisfait. Mais niveau performance, c'est très très rapidement résolu. Niveau optimisation des HDV Pierre des âmes, par contre, on va essayer de faire au mieux, mais c'est vraiment déjà l'HDV équipement, ressources et consommable qu'on est en train de reprendre. Sur les HDV, quand je dis que j'ai beaucoup joué, j'ai dû faire 1 ou 2 achats en HDV. Si on n'en fait pas pendant 15 minutes, si on refait son stuff par exemple, là on va avoir des gros problèmes. Si on fait un achat pour une quête et qu'on n'y retourne pas après, ça va peut-être augmenter de 100 ou 200 émo la RAM, mais c'est parfaitement jouable sur le long terme, quoi. Et il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'à partir du moment qu'on fait ça, même si la RAM on en a encore une tonne, ça lag. C'est parce que concrètement, imaginons dans l'HDV, ça va générer 2000 éléments en intérieur qui ne seront pas nettoyés de la mémoire. Et ces éléments, en fait, à chaque fois, vont être retraités pour faire, imaginons, le changement de map, un affichage d'une interface. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le reste du jeu est plus lent. C'est parce qu'on a des éléments qui sont traités obligatoirement qui ne servent à rien. Je rebondis juste. Cars désolé, les pseudos c'est compliqué. L'histoire des logs pourrait aider à justifier des morts sur ombre. Juste un truc par rapport aux morts sur ombre, si ça vient spécifiquement des bugs, faut passer par le support. Et effectivement, vos fichiers log peuvent être utiles parce que ça nous permet aussi de tracer des problèmes. Maintenant, c'est à voir avec le support, pas spécialement vis-à-vis de notre équipe. Sur les HDV, je vais finir sur un dernier point sur le sujet. C'est que, comme l'a dit Koto, on a des modifications qui font des gros gains de perf, on peut le dire, de nos tests qu'on a fait. C'était significatif. Et là, c'est en cours de test. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez le suivre sur la page de suivi des bugs sur le site internet. Pour l'instant, et en toute transparence, c'est le problème de la transparence, parce que parfois il y a des choses qui évoluent, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on vise la mise à jour du 22 juillet pour pouvoir apporter ces modifications en jeu-là. Cependant, et c'est là aussi où on avait une question sur l'HDV, c'est que sur cette interface-là, il y a aussi le problème de la hauteur qui s'ajuste en fonction du hauteur modulable, quoi. En fait, on avait comme dans les options, comme dans les succès. Exactement. La problématique en fait la plus grosse qu'on a dans les HDV, c'est les sous-éléments de liste qui se redéplient. C'est ça en fait qu'on a dû retirer pour solutionner une grande partie des problèmes.
Et je vois que d'ailleurs quelqu'un demandait pourquoi est-ce qu'on ne décharge pas les éléments qui sont à la fermeture d'une HDV. C'était pas le cas non plus, on s'en est rendu compte après qu'il y avait un problème. Donc c'est les 2 optimes qu'on a mis en place déjà pour pouvoir grandement gagner quand on utilise l'HDV. Et c'est drastique les changements. Niveau performance, ça n'a rien à voir. Et de ce fait, du coup, pour ce problème de hauteur variable, comme pour les succès, on a travaillé sur des modifications un petit peu de l'interface pour pouvoir contrecarrer ou bypasser cette hauteur modulable. Et comme l'HDV, c'est une interface qui est vraiment très importante pour absolument tout le monde, donc on va être vraiment sûr de nos modifications. C'est assez sensible parce que c'est vraiment au cœur de l'expérience des joueurs. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le retarder, vous présenter ce qu'on prévoit de faire dans un devblog et d'ajouter aussi quelques autres petites améliorations de confort en même temps. Le vide-cache automatique au bout d'un certain temps. Ça servira à rien à part faire sauter les options des gens. Voilà. Mais ça, on l'a déjà évoqué. Non, le fait de clean la mémoire en fait au fur et à mesure. Ça, on a déjà des cas où on nettoie la mémoire. Mais on va pas rentrer là-dedans. On va en parler des heures. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Sinon, on passe à l'autofollow. Un petit point sur l'autofollow. Alors l'autofollow, c'est quelque chose qui a été rajouté pour la 3.0 qui permet donc dans un groupe d'activer une option pour pouvoir suivre automatiquement le chef de groupe. Et on a eu plusieurs problèmes avec ça. Quelques-uns, ouais. Il y a eu pas mal de petits trucs qui ont été identifiés sur certaines transitions de map, sur le fait que les personnages n'arrivaient plus à suivre, sur les problèmes de désynchro aussi sur certains persos, où en fait on se retrouve dans une situation où notre personnage arrive sur une map, sauf qu'on ne peut pas cliquer sur les éléments interactifs de la map parce que notre personnage n'est pas réellement affiché à l'endroit où il est. Donc c'est un peu compliqué ce genre de cas. On a fait une grosse passe sur l'autofollow sur ces dernières semaines, mine de rien. Oui. Identifier pas mal de cas et tout. Il en reste. Attention. Il y a un dernier correctif un peu global qui arrivera aujourd'hui. Mais dans l'état actuel, en tout cas, l'état de l'autofollow est beaucoup plus stable qu'il l'était il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, il est plutôt robuste. Ouais. Maintenant, n'hésitez surtout pas à remonter les bugs sur l'autofollow, notamment les cas où ça bloque, genre vraiment les endroits où ça bloque. Parce que en fait, il y a 2 parties sur l'autofollow qui sont importantes. Il y a la première chose, c'est la partie autopilote. En fait, c'est le déplacement. Parce qu'en fait, l'autofollow utilise l'autopilote. C'est ça. Donc, si vous avez un problème d'autofollow, actuellement, c'est possiblement qu'il y ait un problème d'autopilotage. Et donc là, je le vois par exemple, zone nord de Terre d'Ala, où ça fait pas mal de. Ouais. Les temples de classe aussi, hein. C'est la même chose avec. Oui. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a une seconde partie qui est juste la gestion de l'autofollow en lui-même. Donc, ça va être les détections côté client ou côté serveur sur le personnage, il doit lead, les autres personnages doivent suivre, et du coup, tout ce qui se passe justement sur la détection des leads, sur la détection du suivi, sur la création des chemins d'autopilote pour l'autofollow, etc. Et donc, le premier se règle automatiquement avec l'autopilote, logiquement. En tout cas, quand l'autopilote est qualitatif, l'autofollow profite de ça. Maintenant, l'autofollow en lui-même a ses propres cas et c'est aussi ça qui a géré. L'autofollow qui s'arrête sur les dalles, c'est l'autopilote aussi. Et c'est même pas lié à l'autopilote, parce que c'est juste le déplacement sur les maps. C'est même plus l'autopilote, en fait, on demande juste au client de se positionner à côté du personnage principal. C'est juste qu'il marche sur une dalle et il évite ou pas. Exactement. Il y a plein de petits trucs comme ça où en fait il y avait tout un système sur Flash qui permettait justement d'esquiver ça, sauf que ça esquivait aussi les fameuses salles des donjons tofu. Qui permettait justement d'aller voir ça. En gros, ça esquivait les dalles qui étaient piégées, on va dire. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas sur Unity. Et donc, forcément, ça pète quand on a ce genre de truc. Et c'est le cas notamment, c'est les lacs enchantés, au-dessus de la montagne des Koalaks, où en fait, il y a une dalle qui est juste à la sortie. Et si tu veux monter par le zap, tu vas subir ce genre de truc. Et compte à rebours aussi, c'est connu, ouais. Tout Frigos on a déjà des plans sur le compte à rebours. C'est toute la zone où il va falloir un peu retravailler. Il y a plein d'endroits en fait où c'est pété. Et il y a aussi un autre truc qui est important à noter vis-à-vis de ça, c'est que l'autopilote est directement lié à la performance de votre client. Donc si votre client a déjà subi des problèmes de perf, ou alors quand vous jouez en multi-compte, ce qui est souvent le cas mine de rien quand vous utilisez l'autofollow, si vos fenêtres secondaires se retrouvent à avoir une baisse de FPS, parce que votre PC n'a pas forcément les bonnes perfs, ou juste parce que le client Windows en arrière-plan dit non, la fenêtre en question elle n'est pas au premier plan, donc je baisse les perfs, ça va avoir un impact sur l'autofollow. Comme ça l'avait d'ailleurs sur Flash, hein, c'est pas propre à Unity, c'est juste si vos FPS drop sur les fenêtres secondaires, s'ils baissent trop, du coup ça va ralentir l'autofollow.
Donc compliqué. Je rebondis vite fait sur un commentaire qui dit qu'on vous a dit que c'était vous le souci. C'est pas le cas. C'est les actions que vous avez exécutées qui ont provoqué un problème dans le client. C'est pas du tout vous qui êtes en faute. C'est nous à 100%. C'est juste que par contre, ça a créé un problème dans le client. C'est ça. Il n'y a absolument pas de. C'est pas. À aucun moment le joueur est fautif. C'est il y pas a du tout le aucun cas. À moment. 100% c'est nous. Et c'est pour ça aussi qu'on chope les endroits où il y a des problèmes et on les corrige. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous remonter. Exactement. Alors, si en multi-compte pour les fuites, ça dépend, mais si ça vient d'actions, par exemple en combat, et que tu as tous tes personnages qui sont en combat, genre des animations qui sont un peu lourdes, tu peux le subir sur tous tes comptes à la fois, ouais. Alors que l'HDV, généralement, enfin, à moins que tu t'amuses à ouvrir l'HDV sur tous tes comptes à la fois, ça va être localisé au premier compte, généralement. Le fait de limiter les FPS sur Windows en plus du jeu en lui-même, ça aide ou au contraire ça augmente le problème? Le fait de limiter les Alors, FPS sur Windows. Ça dépend si tu les limites vers le bas ou vers le haut. Genre si tu mets une limite minimum de FPS en disant bah tu descends pas en dessous de 30 FPS sur les fenêtres en arrière-plan, oui ça aide, clairement. Maintenant si tu t'amuses à mettre une limite max justement, genre tu dépasses pas les 30 FPS au max, il va s'amuser à descendre et du coup ça va amplifier le problème. Donc voilà. Il faudrait qu'on ait un truc pour présenter justement comment fonctionnent les fenêtres en arrière-plan, mais c'est le problème du multi-compte de base, donc c'est un peu plus fat. Surtout que c'est l'OS qui modifie pas mal des options de ce qui se Ouais, passe à aussi, l'intérieur. Donc c'est pas... Ça peut être sur les paramètres de votre carte graphique aussi d'ailleurs, hein, pas que Windows. Ok. Est-ce qu'on passe au sujet après? Le dernier sujet sur la partie combat, qui est un sujet à la fois court et à la fois très vaste. On en a parlé Ouais. déjà avec Talchara il y a 4 semaines. Alors dans le combat, qu'est-ce qu'on appelle combat? On appelle, côté client, on va parler de la partie client, c'est principalement les prévisualisations de sorts, Ouais. et ensuite tout ce qui est animation, exécution des sorts, Ouais. et ce qui s'affiche visuellement quand vous lancez un sort, quoi. Exactement. En fait, côté client, on fait pas vraiment la logique. Tout ce qu'on fait, c'est recevoir des actions et envoyer. On voudrait faire ça. Donc, concrètement, le joueur sélectionne une cellule. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, au serveur, le joueur voudra aller là. On reçoit du serveur, il va là-bas. Et nous, on fait ce genre d'action. Au niveau d'un lancer de sort, pareil, on fait une partie des calculs pour savoir à peu près ce qui va se passer. C'est la prévisualisation des sorts. Et comme c'est une partie qui est faite côté client, en estimant un peu ce qui va se passer, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours exactement le même résultat, mais ça s'améliore grandement avec les années. Mais c'est à peu près tout ce qui se passe en fait côté client. On fait de la prévisu et de la demande d'action. On fait pas vraiment du combat côté client. Oui. Voilà. Et ce sont des modifications qui sont assez touchy, quoi. Oui. Beaucoup de lignes de code dans le c'est combat, quoi. Vu qu'on a été obligé de recoder quasiment la logique en client pour pouvoir faire de la prévisualisation, dès qu'il y a quelque chose qui change, il faut répercuter les changements dans tous les sens. C'est très touchy. C'est beaucoup de lignes de code pour simuler en fait des actions. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec la timeline, le fait qu'avant c'était calculé par le client et par le serveur et qu'on espérait que les deux fassent la même chose. Exactement. Sur la prévisualisation, c'est encore le cas. Le client calcule quelque chose, le serveur calcule quelque chose et on espère que ce soit la même chose. Exactement. Et je me souviens, il y a 5 ans, ou il y a 4-5 ans, il avait déjà été question à l'époque d'essayer de faire un système mutualisé pour pas que les choses soient faites en double. Alors justement, ça c'est quelque chose qu'on a encore, on est encore en étude. Je vois justement la question se pose, pourquoi est-ce que on fait pas le serveur qui fait la prévisu? Concrètement, si on s'amuse à faire que le serveur fasse toute la prévisu, si on prend la souris et qu'on s'amuse à aller de bas en haut et qu'il y a, imaginons 12 personnes et que c'est une grosse zone de sort assez grosse, on va avoir potentiellement, je sais pas, 200 envois de messages serveurs et de réponses de prévisu qui vont faire potentiellement des dégâts dans tous les sens. Donc ça va être moins réactif, ça va coûter plus cher en message serveur et tout ce qui va avec. Donc l'avantage aussi avec le client à faire ça, c'est que c'est beaucoup plus rapide d'afficher la prévisu. Donc si vous faites ça côté serveur, vous allez potentiellement, si vous avez un peu de ping, avoir du temps avant d'afficher les infobulles. Donc c'est le genre de choses qu'on va éviter. Et puis ça va surcharger aussi votre réseau. Donc voilà, c'est des pour et des contre en fait à peser sur chacune des décisions techniques. Donc on est en train de voir exactement si on peut pas avoir par exemple quelque chose qui serait du code partagé, intégré des deux côtés, qui nous permettrait d'avoir exactement le même traitement des deux côtés, sans pour autant resimuler côté client la même logique. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye de voir en ce moment. Pardon, vas-y. Pardon. Vas-y.
C'est une petite question sur la FM. Lorsqu'il y a plus de lignes que la fenêtre permet d'afficher, le fait de passer des runes sur les lignes du bas fait parfois remonter automatiquement la fenêtre. Oui, je confirme. Je confirme. J'ai identifié le truc hier. Maintenant, du coup, il reste à faire le ticket et le suivi. On en avait parlé il y a 4 semaines, mais je vais reprendre le sujet puisqu'en plus tu vas pouvoir apporter quelques détails supplémentaires. Dans le bestiaire, il y a certains éléments qui ne sont pas affichés dans le drop. C'est une nouvelle mécanique de drop bien spécifique qu'on appelle en local le drop global. Ouais. Et ils ne sont pas affichés dans le bestiaire parce que les données de drop de l'objet ne sont pas sauvegardées au même endroit que les données de drop classiques d'un monstre. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ne sont pas affichées dans le bestiaire. Du coup, c'est quoi un petit peu les enjeux, la difficulté avec ce sujet-là de les afficher dans le bestiaire? Question piège? Non, pas vraiment. Actuellement tout ce qu'on fait, c'est récupérer l'item, regarder ce qu'on peut dropper dessus et l'afficher. Un monstre, c'est-à-dire. Ou un monstre, pardon. Oui, dans l'encyclopédie ou le bestiaire. Ouais. Dans le bestiaire, si on a ce genre de choses, à ce moment-là, étant donné que c'est stocké ailleurs, il faut aussi qu'on fasse des requêtes avec ce monstre en particulier, savoir qu'est-ce qui pourrait être affiché ou non là-dedans. Donc c'est du traitement en plus sur potentiellement tous les éléments du bestiaire. Donc c'est faisable, mais c'est à chaque fois du temps en plus sur, par exemple, le chargement du bestiaire la première fois et ce genre de choses. Et en plus, il faut fusionner les deux informations pour les afficher dans le bestiaire. C'est faisable, mais bon. Ça demande un peu de temps et on n'a pas pris le temps encore de le planifier, quoi. Disons qu'on a priorisé le debug côté dev client. En parlant du bestiaire, c'était pas prévu de remettre par défaut les monstres de zone là où on se trouve. C'est déjà le cas. Je sais plus si c'est passé il y a 2 semaines ou si ça passe aujourd'hui. C'était il y a 2 semaines, je crois. Je crois que c'était il y a 2 semaines, ouais. Pourquoi ne pas juste montrer les infos directes au lieu de passer par l'infobulle? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les scrolls, enfin pas les scrolls, mais les dépliants qu'on avait dans le bestiaire, justement, pétaient les performances du bestiaire. C'est pour ça. Donc maintenant, ça passe par une infobulle. C'est une solution temporaire. Dans tous les cas, il y a un sujet plus global sur les infobulles de monstres. Donc on verra pour la suite. Et pour le pas en combat, ouais, alors ça c'est un autre problème qui est que quand vous entrez dans une map de combat, vous entrez dans une autre sous-zone qui s'appelle map de combat, qui du coup vous empêche d'avoir la zone. C'est déjà connu, mais c'est un sujet qui n'est pas dans les mains de l'équipe client pour le coup, pour le moment. Donc voilà. Sur l'affichage du bestiaire quand on fait une recherche, je crois qu'on l'a fixé ça. Oui, ça arrive aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Quand tu fais une recherche dans le bestiaire, ça efface le texte. Ouais. Ça fait quand même la recherche, mais ouais, je confirme. Et le correctif arrive aujourd'hui, non? C'est ça, ouais. exact. C'est ça. Tac. J'ai vu quelqu'un qui disait il avait 48 Go de RAM, mais au bout de 30 minutes, il devait relancer absolument son client. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est curieux de savoir ce que tu fais pendant 30 minutes sur Dofus. Si tu fais une activité bien précise pour que nous, on puisse identifier exactement qu'est-ce que dans tes actions a fait que ça explose comme ça en... C'est parce que, alors on le redit encore une fois, c'est pas du tout un reproche, c'est plutôt que si nous on sait ce que tu fais, on peut enquêter sur les problèmes et on peut les résoudre justement. Mais le truc c'est pour ça justement que c'est super important de participer au forum, parce que même si on ne répond pas directement au forum, on le lit, donc n'hésitez surtout pas. Bonne transition. Incroyable. On a fait une dernière slide pour vous rappeler justement, et je pense qu'on l'a pas mal martelé pendant ce live-là, que les retours forum sont vraiment très importants pour nous. À la fois, comme disait Sec tout à l'heure, pour permettre d'identifier les habitudes de jeu et les machines utilisées, permettre de trouver des reproductions, et aussi d'avoir un curseur d'importance de certains bugs. Comme je disais, il y a 4 semaines, on a des bugs et il faut les prioriser. Et du coup aussi voir les bugs qui sont le plus remontés sur le forum, ça permet aussi d'avoir une estimation de ceux qui sont les plus importants à corriger. Et aussi, bien entendu, de pouvoir transmettre les logs pour que nous, de notre côté, notamment pour les crashs, on puisse investiguer et pouvoir les corriger. Et puis, il ne faut pas croire, mais on les lit, les posts forums. C'est vraiment important pour nous. Même côté dev, on passe notre temps, au moins tous les jours, à lire ce qui se passe sur les sujets qui nous concernent. Oui, pour les utilisateurs Mac, vous avez dû le voir, ou même sur Linux, avec la mise à jour du 17 juin. Il y a des devs clients qui sont très actifs sur le forum pour essayer de trouver la cause de vos problèmes et vous proposer des solutions. D'ailleurs, vis-à-vis des logs, je vous déconseille de les poster directement sur le forum, puisque certaines parties des logs peuvent contenir des informations personnelles. Mais on a une adresse mail
Oui, c'est accessible. vrai que j'aurais pu la mettre. On a une adresse mail qui est accessible sur laquelle vous pouvez envoyer les logs. Et Est-ce que tu peux on couper en reçoit le... pas mal en ce moment d'ailleurs pour avoir Merci des informations, beaucoup. donc c'est cool. Oui, on en reçoit de certaines personnes, notamment des personnes qui ont la pop-up de reste des Ouais. de réinitialisation des options au lancement, et on en reçoit pas mal. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de les envoyer. Et c'est vrai que j'aurais pu les mettre l'adresse mail. C'est pas bête du tout. Faut que Kabyle, je la les retrouve. 3 coups d'état d'infection, c'est la mécanique de base du Sadida. Tu peux pas proc plus de 3 fois l'infection. Je t'invite à lire les mécaniques de classe si tu veux dans ton interface de sort. Tac. Zut, je fais n'importe. Hop. Et cette adresse mail-là est accessible directement par les devs si ils ont. Où est-ce que je cherche. Est-ce que tu peux décaler le retour vidéo sur l'écran là-haut, puisque je vois pas mes icônes. Non, notre retour de notre tête, parce que je vois pas mes icônes. Non. La miniature. Ouais, la miniature, exactement. Ouais, merci beaucoup. Parfait. Non, il n'est pas voulu le bug taille XXL. C'est un problème de transition de mode créature. C'est déjà connu depuis la bêta, je crois. Mais en fait, ça nécessite de timer le changement du mode créature sur un certain moment, et on n'a pas encore la frame où ça se produit. Après, ça se règle assez rapidement. Il suffit de relancer, de repasser en mode créature et repasser en mode normal, et normalement, c'est bon. Mais après, on n'est jamais trop prudent. Mais c'est très drôle en vrai, le créer XXL. Donc c'est sur dofusbeta@ankama.com. On compte sur votre sérieux pour pas envoyer n'importe quoi sur cette adresse mail là, parce que du coup les informations importantes seront perdues. Et du coup ça nous permet de récupérer des fichiers d'options ou des fichiers de log qui nous permettent ensuite de pouvoir trouver la cause du problème. Vous pouvez retrouver d'ailleurs vos fichiers en question directement en jeu aussi, sur le launcher comme en jeu. En jeu, vous allez dans options assistance directement, donc tout en bas. Et vous avez 3 liens avec le dossier d'installation, le dossier des options et le dossier des logs. Donc vous pouvez récupérer les fichiers et nous les envoyer. Il y a un joueur qui a 2 Tera de RAM et qui doit relancer son client toutes les 5 minutes. À mon avis, il doit confondre RAM et disque dur. Non, je pense que c'était du troll. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Des questions qui sont relatives au live quand même, les questions GD ou autres. C'est Niveau autre chose. perf de la RAM, est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de gigas ou une bonne fréquence? Je crois pas que c'est une grosse différence. En monocompte, normalement, on est assez peu impacté. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Après 8 de base. Au moins 8 gigas Ouais. en monocompte. Enfin, au moins. Un petit mot Pour être pour les tranquille. émotes. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ok. On essaiera de faire. Notre planning, c'est d'en faire la moitié pour septembre et le reste pour décembre. Le suivi auto, on en a parlé aussi tout à l'heure. Hein. C'est un sujet de longue haleine où en fait il y a des corrections qui se font petit à petit, quasiment à chaque maintenance depuis 2 mois. Les pertes de performance liées au quart de l'EK-flip, ce qui reste encore à traiter, c'est la partie animation. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui se planquent, bien sûr, mais les animations qui sont encore un peu lourdes fait que forcément, on va avoir des pertes. Maintenant, il y a quand même eu des améliorations sur l'EK-flip, quand même, que ce soit sur l'utilisation du bluff, les prévisualisations, le chargement du premier buff, l'interface d'envoûtement, l'interface d'infobulle de combattant, et je réfléchis, le refresh des sorts en bas aussi, la barre de sorts. Je vais prendre 2 questions. La première, c'est sur. Je l'ai déjà perdu, elle était juste là. Ah oui, si, l'investigation des problèmes de lancement sous Linux est en cours. Juste avant que ça disparaisse. Oui, c'est en cours. Il y a un collègue de Koto qui a justement mis sur le forum certains éléments pour débloquer une partie des joueurs. Et là, on travaille justement pour que pour la 3.2, on puisse apporter un correctif pour tout le monde. La deuxième question, elle est pour toi, Koto. Est-ce que si dans les logs, j'ai une exception, mais je n'ai pas eu de crash en jeu, c'est quand même intéressant? Oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'exception. Et qu'est-ce que ça représente s'il y a une exception sans crash? Ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être un problème de traitement sur un sort, ça peut être quelque chose qui a été mal fait de notre côté et qui peut potentiellement faire des problèmes derrière, donc par exemple des problèmes de perf. Donc même si ça crache pas, imaginons on ouvre un HDV et on a une erreur, ça peut faire que du coup certaines choses se déchargent pas. Bon, l'HDV c'est un mauvais exemple, mais imaginons la liste des sorts.
Si on a une erreur sur ça, potentiellement derrière, la liste des sorts n'est pas déchargée, donc on l'a toujours en mémoire. Donc oui, ça peut carrément nous servir même d'avoir vos exceptions. Ou un personnage qui ne s'est pas chargé. D'ailleurs, petit truc vis-à-vis des exceptions, notamment quand c'est des exceptions liées aux paramètres, au graphisme de manière générale, n'hésitez pas à tenter une réparation du client depuis le launcher, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de chargement de map. Si vous avez un écran noir en transition de map ou que votre client est bloqué à 19%, ça peut régler le problème. Ça va pas forcément le régler, ça peut être d'autres problèmes, mais ça peut aider. C'est une bonne première étape. Ouais. Est-ce que tu voulais qu'on regarde les tickets qui ont été corrigés aujourd'hui? Pourquoi pas, on peut refaire un petit point si on n'a pas d'autres questions. Juste pour finir, si tu peux repasser sur la présentation en régie. Pour finir, pour vous donner les dates des prochaines maintenances qu'il y aura, donc il y a celle-ci qui est aujourd'hui, pour laquelle on est là. Il y en aura une autre mardi prochain qui sera courte et sans correctif, c'est pour faire des upgrades de nos infrastructures en interne, grosso modo. Donc ce sera même sur le forum, vous ne pourrez pas communiquer sur le forum. Ça ne devrait pas durer très longtemps, on estime environ 30 minutes. Mais il n'y aura pas de correctif ni de changelog. La deuxième, c'est ensuite la mise à jour du 22 juillet, qui sera la mise à jour de la nouvelle dimension, comme certains, comme beaucoup le savent normalement. Et du coup, celle du 15 juillet, on ne prévoit pas d'éteindre les serveurs. Ensuite, on prévoit de faire une maintenance le 29 juillet, maintenance corrective de la mise à jour. On espère ne pas avoir besoin de faire une maintenance exceptionnelle le 24 juillet. Pour l'instant, on part sur le 29 juillet pour faire une maintenance corrective. Et à partir de là, on repartira sur un cycle de 2 semaines. Donc le 12 août pour une maintenance classique et ensuite le 26 août pour une autre maintenance classique. Donc probablement qu'on reviendra en live le 12 août pour la prochaine maintenance classique, si je puis dire. Peut-être avec d'autres équipes, je ne sais pas encore. On verra. Ce sera la surprise. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres lives aussi, on verra les retours. Donc voilà pour les différentes dates. Donc sur la page de suivi des bugs, vous pouvez déjà voir des tickets qui sont des bugs ou des tâches qui sont planifiées pour le 12 août, certaines aussi pour le 26 août. Faut qu'on améliore aussi le fonctionnement pour que il y a beaucoup de tâches qui sont prévues d'arriver pour le 22 juillet, mais qui sont affichées sans aucune date. Donc faut que je vois pour essayer de corriger ça. Parfait. La régie a coupé le retour. Je peux passer sur la page de suivi des bugs connus. Liste des bugs amélioration. Tac. Parfait. C'était quoi le raccourci pour le plein écran? Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être que c'est en trop petit. J'ai perdu le fil. Ouais, ça va être en très petit là, je crois. Où est ma souris? Non, j'ai perdu ma souris. Alors, pour la mise à jour d'aujourd'hui, on a fait 2 modifications, si je ne dis pas de bêtises, sur les performances. Oui. Donc la première qui était sur la forge magique coopérative. La forge magique coopérative, tout à fait, où on voyait qu'il y avait des grosses montées de performance, de RAM sur des longues sessions. Donc là, pareil, comme ce qu'on disait sur les HDV, si c'est sur des longues sessions, en effet, au bout de 15-30 minutes, il était nécessaire de relancer le client, quoi. Une autre, si je dis pas de bêtises. Du coup, l'autre c'était sur les infobulles qui s'affichaient pas correctement. Oui, donc tu en as déjà parlé. T'en as déjà parlé tout à l'heure. L'autre sujet important, c'est sur les options, la pop-up d'avertissement des options. Donc là, pareil, grâce au retour qu'on a eu sur l'adresse mail dofusbeta@ankama. L'impression de faire du téléachat sur dofusbeta@ankama.com. On a pu voir que le problème venait en fait que sur certains ordinateurs, pour une raison qu'on n'a pas encore identifiée, les options se repassaient étaient vides. En fait, le fichier qui était envoyé était totalement vide. Donc on ne sait pas encore exactement pourquoi le fichier est écrasé comme ça ou supprimé. On a fait au moins une modification dans un premier temps pour éviter que la pop-up réapparaisse à chaque fois. Et on continue d'investiguer. Bonne écriture. En effet, ça avait l'air d'être ça.
En tout cas, les erreurs des logs qu'on a eu parlaient de droit d'écriture. Ouais. Mm. Sachant que c'est pas un problème qui est que pour les options, hein, mais c'est un problème global qui peut générer des problèmes de freeze ou de RAM sur le client. Parce que le client essaye d'accéder à des fichiers sur lesquels il n'a pas les droits ou juste il a des difficultés à le faire parce que votre disque dur est mobilisé ou autre. Et donc, ça crée des problèmes qui sont actuellement pas gérés par le client. Donc, Ça le fait cracher. Ouais. On a carrément des crashs avec ça. On a des modifications aussi encore sur les modules. On bataille sur l'alimentation, sur les différentes hauteurs et tout ça. Et là, le bug qu'on a corrigé pour aujourd'hui, c'était le fait que quand on le déplace, parfois il devient complètement grisé. Il faut le redéplacer. C'était un peu chiant. Qui sera corrigé pour celle-ci. La première recherche dans le bestiaire, donc on en parlait avec suite à une question d'un joueur tout à l'heure, c'est corrigé aussi pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de significatif? je vois la TP PNJ Mercator, c'est réglé aussi aujourd'hui. Oui. Voilà. Grosso modo, ce qui se passait, c'était que c'était pas prévu, c'était pas possible qu'il puisse y avoir un dialogue après le. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait sur Flash. Bon, ça fonctionnait mal sur Flash quoi qu'il arrive, mais. Qu'est-ce qu'on a de beau qui arrive? On va pouvoir partager depuis le bestiaire les infobules de monstres aussi dans le chat. Ouais. Oui. Et oui, celui-ci. Alors, ce qui s'est passé sur l'HDV, comme on le disait, on a un certain nombre d'améliorations quality of life qui arriveront pour la mise à jour si tout se passe bien. Et on en avait une autre aussi qu'on voulait faire et elle ne dépendait pas finalement de la partie client, dépendait de la partie serveur et du coup on s'est dit qu'on allait l'ajouter en jeu. Donc à partir d'aujourd'hui, vous aurez possibilité d'acheter des lots de 1000 en HDV. On s'était posé la question d'avoir des lots de 500 et finalement on est passé à 1000. Donc il y aura désormais pas 3 lots mais 4 lots, donc 1, 10, 100 et 1000 quoi. Voilà. C'est ça. Bientôt le 10 000, bientôt le 10 000. Faut pas pousser non plus. Mais ça devrait énormément aider, que ce soit pour les métiers, les roses, les pépites, etc. Comme ça, vous serez plus tranquille. Et donc, ouais. Alors, Soutra, le bug pour l'HDV ressources de Bonta qui t'oblige à te déplacer, c'est connu depuis un bail. Ça nécessite de modifier la map. En fait, la distance du Zapi à l'HDV est, je crois, 1 ou 2 cases trop grande. Au niveau de la détection de la portée de l'HDV. Donc en fait, si tu arrives au bon endroit sur le Zapi, ça marche. Si tu n'arrives pas au bon endroit, ça marche pas. Donc voilà. Ah oui, il y avait aussi des modifications de performance sur les différents onglets dans le bestiaire sur lequel tu as travaillé, non? Ouais, il y a des améliorations de performance qui faisaient monter la RAM à fond quand on faisait des allers-retours entre bestiaire, encyclopédie et compagnie. Ouais, le bestiaire, c'est un long sujet. De toute façon, de manière générale, les interfaces où il y a un certain nombre d'éléments affichés, c'est celles qui sont les plus exigeantes ou à la moindre petite pétouille, ça peut vite décupler. Donc, en effet. Hop, j'ai essayé de pas perdre ma souris dans le lot. Ah oui, on peut parler rapidement de Vulcania. Ah oui. Bon, grosso modo, le fait est que sur Vulcania, on a des points de friction ou du moins des goulots d'étranglement sur la zone, qui fait que ça crée beaucoup de frustration chez les joueurs. Et là, ça va être encore plus le cas parce qu'avec les serveurs pionniers, c'est la première fois que vous aurez accès à Vulcania. Et du coup, il y allait avoir une concurrence encore plus forte que d'habitude, quoi. Donc on a fait quelques ajustements sur Vulcania. Ouais, il y en a plusieurs dans le tas qui vont être intéressantes. La première des choses, alors pour ceux qui connaissent la logique de Vulcania, il y a le système d'ouverture des grottes de Vulcania. Et en fait, vous êtes censé dropper un certain nombre de cœurs de croquilles sur les monstres. Eh bien, il y a un système qui a été amplifié pour faire en sorte que ce soit plus simple de dropper les cœurs de croquilles, notamment pour les serveurs historiques et ombres. Oui, tout à fait. Sur serveur pionnier, je ne crois pas que ce soit appliqué. Si, un petit peu aussi. Un petit peu aussi, je crois que ça a été 2 sur les pionniers, 4 sur les historiques et 6 exact. sur ombre. Au lieu de 1, 2, 3 comme avant. Ouais. Donc ça a été accéléré. Il y a des restrictions qui ont sauté sur les dalles d'ouverture de Gourdi la Grasmera. La question du genre du personnage n'est plus du tout pris en compte. Il y a aussi la quête des cristaux. Donc pour ceux qui connaissent le système de foulard de Lantamaille et de Korog, le nombre de cristaux a été réduit et la vitesse de respawn a été accélérée. Donc ça devrait faciliter. La quête des coquillages aussi, ça a été accéléré.
Et le temps pour faire la quête a été augmenté. Et il y a eu une autre modification. Ah oui, il y a 2 modifications qui sont globales, qui sont pas liées à Vulcania, mais qui devraient avoir un impact sur Vulcania. C'est le respawn automatique des monstres toutes les heures, le refresh, et l'accélération du respawn des groupes de monstres quand il y a beaucoup de gens sur la zone, ce qui vous permettra de farmer normalement les croquis plus facilement, que ce soit pour vos quêtes ou que ce soit pour l'ouverture de Grodzilla Grasmera. Donc ça devrait filer un coup de main. Et pour les archimonstres de Vulcania, ça a déjà été réglé il y a 2 ans, je crois. Et maintenant, le taux de respawn, il est ultra rapide. 3 ans même, je sais plus. 2 ou 3 ans. Je sais plus. Mais en tout cas, les archimonstres doivent respawn, je crois que c'est toutes les 30 minutes ou toutes les heures, je sais plus, sur Vulcania. Oui, il est accéléré. C'est assez rapide. Je sais que l'année dernière, quand j'avais voulu faire mes dokis, j'en avais fait 6 en 2 soirs, je crois. Donc c'était assez solide. Normalement, ça devrait pas poser de problème sur Pionnier. Ça devrait filer un coup de main. Voilà, et puis on restera attentif bien entendu. Dans tous les cas. Ça devrait filer un coup de main. Maintenant, si jamais c'est toujours le bazar, voilà. Mais ça devrait au moins éviter les points de friction, notamment pour l'obtention des foulards, au moins pour faire en sorte que vous n'ayez pas forcément à vous battre et que vous puissiez varier plus facilement les quêtes aussi. Il y a le bug aussi, sans transition, le bug sur les HDV, du coup les quantités qui ne s'updatent pas. On a Koto qui a travaillé sur l'interface des groupes, qui affichait n'importe quoi. Toutes les interfaces où il y avait les personnages, où c'était zoomé sur la ceinture plutôt que de voir le personnage en grand. Ça devrait être réglé. Ah non, c'était les groupes ça. Il y a aussi les personnages qui étaient zoomés dessus. Je crois que j'ai fait les 2. Et il y a celui-ci aussi qui arrivait parfois, où ça arrivait dans de rares cas sur certains serveurs, qu'il y ait une ressource qui ne puisse pas être achetée et qui bloquait tous les lots qui étaient en vente en HDV. Il y a une sécurité qui a été ajoutée côté serveur, effectivement, pour éviter ça. On vérifiera du coup directement avec si jamais ça se reproduit encore en production. Il y a Tilesia qui a subi le problème il y a 2 semaines, je crois, avec les pépites. On ne pouvait plus acheter les lots de pépites par 100. C'était un peu gênant, mine de rien. Le retour de l'option de la possibilité de pouvoir prendre un sort sur la barre, de scroll et de le poser sur la deuxième barre. Ça c'était cool. Ouais. Ça va faire plaisir ça. Et voilà, après quelques fixes. Et on me dit dans l'oreillette que on va devoir arrêter un petit peu avant la fin de la maintenance, puisqu'il y a quelques petits problèmes qu'on doit aller gérer. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir vous accompagner jusqu'à la fin de la maintenance pour aller gérer les 2-3 petites pétouilles qui nous ont été remontées lors du smoke test. Si tout va bien, on espère d'ici 30 minutes, ça devrait rouvrir. Désolé de ne pas pouvoir continuer avec vous jusqu'à la fin de la maintenance. Ça fait une transition un peu abrupte pour la fin du live, mais voilà. Désolé, c'est aussi les aléas du direct. J'espère que ça vous a plu en tout cas ce live. Merci à Koto et Sec d'avoir été avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le remonter, comme ça on va pouvoir planifier peut-être un prochain. Normalement, peut-être le 12 août, si jamais le format vous plaît, on pourra refaire ça. Et ben voilà, merci à vous d'être venus aussi. Et moi, je vous dis à cet après-midi. Donc cet après-midi, il y a 2 lives. Le premier, c'est sur la présentation de la dimension, la nouvelle dimension, et le deuxième, c'est sur la refonte aux Amodas. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez absolument, enfin pas apprendre tout, mais apprendre une bonne partie et découvrir le nouveau contenu qui vous attend pour le 22 juillet. Et bien sur ce, à la prochaine. Bye. Bye.